Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Talk Foot. On attendait ce moment avec impatience, la reprise de la saison 2025-2026, tout simplement. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous, parce qu'on vous a concocté une émission, on peut le dire, aux petits oignons pour cette reprise. On aura un invité de marque dans ce fauteuil. Il a une journée chargée, mais il va arriver dans quelques instants. C'est Michel Lecomte, le coprésident de l'Arquet, qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis à côté de moi, ben oui, il est toujours là, c'est Philippe Buguin. Bonsoir Philippe. Bonsoir Florent. Allez, et puis on aura deux invités en visio. On reprend le même principe que la saison dernière. On va tout d'abord partir du côté de Gemep-sur-Sambre pour discuter avec son entraîneur Roland Dache. Et puis en deuxième partie d'émission, on aura un serial buteur avec nous. Celui de Nîmes, c'est Mathieu Houlot. 5 buts déjà, Philippe, en 2 matchs. Le Français fait feu de tout bois. On a également gardé des rubriques que vous avez partagées, que vous avez liké la saison dernière. Je parle bien entendu du 11 de base et de la carte Talk. 11 de base réservé à la D3 CFF ce soir, avec comme invité, je le rappelle, Michel Lecomte. Et puis carte Talk liée à un joueur de l'Arquet. Et puis également, on a quelques petites surprises. Vous les avez peut-être vues sur notre page Facebook, Bouquet Sport. On va avoir une nouvelle rubrique qui s'appelle le Top But durant la semaine. À partir de lundi, vous pouviez d'ailleurs voter pour ce tout premier Top But. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à scroller sur notre page Bouquet Sport pour aller voir les 3 buts qui ont été plébiscités pour ce premier week-end. Et puis alors, le quiz fait son retour avec des cadeaux à la clé cette année. On va vous gâter avec ce quiz. Vous pouvez déjà vous inscrire. On aura besoin de votre nom, de votre adresse mail. Comme ça, si vous gagnez, on saura vous contacter. Une adresse www.bouquet.live. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, vous pouvez déjà vous connecter sur le quiz de www.bouquet.live. Ce sera en deuxième partie d'émission. Vous pourrez bien entendu revenir plus tard. Les commentaires, les vôtres, ils sont toujours les bienvenus. On va les lire comme durant la saison dernière. N'hésitez pas à réagir avec nos invités. Allez, c'est parti pour la première mi-temps. Et pour cette première mi-temps, Philippe, je le disais, on va partir du côté de la Basse-Sambre et de Gemep. Plus précisément, pour notre premier invité du soir, il s'agit de Roland Dache. Allez, bonsoir. On va voir si Roland, oui, Roland est déjà dans les starting blocks. On l'entend. Bonsoir Roland. Merci d'être avec nous ce soir. Je le disais, vous êtes le coach de Gemep-sur-Sambre, une équipe qui a marqué l'actualité durant l'été avec un recrutement choc, un recrutement XXL. Mais avant de vous donner la parole, Roland, Philippe Buguin va vous présenter. Oui, et bonsoir Roland tout d'abord. Et Roland, il est toujours à l'heure, hein, Roland. D'ailleurs, il a l'horloge derrière lui. C'est pour ça qu'il est toujours à l'heure. Allez, première blague. Merci Philippe de cette saison. Voilà, Roland, 61 ans, je peux le dire, parce que c'est pratiquement mon âge aussi. Donc, on se connaît depuis bien longtemps. Roland habite Ham-sur-Sambre, dans la Basse-Sambre. Donc, il a travaillé beaucoup le verre, mais pas le verre de bière, hein, le verre tout court à Glaverbel. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes pensionné maintenant, Roland. Oui, je suis pension anticipée. Voilà. Alors, c'est aussi le papa de Axel. Axel, qu'on a connu notamment comme joueur de foot à Flavion, mais aussi à Profondeville. Et si cette année-ci, maintenant, il joue avec son papa. Son papa va nous en parler si c'est évidemment compliqué de coacher Axel. Ou bien, pour lui, c'est tout simple. Mais Roland a aussi une épouse et 2 filles. Il est l'entraîneur, vous l'avez dit, donc, du Sporting Gemep depuis cette saison. Sporting Gemep, on va reparler avec lui, qui est favori pour le titre. En P3. Oui, mais ce n'est pas sa première expérience comme entraîneur, puisqu'il avait coaché
d'Urnal-Ivoire. Il a même fait monter cette équipe de P2 en P1. Et là, il y a déjà un petit temps, hein, je ne sais pas s'il y a 10 ans, 15 ans, il nous en reparlera. Mais une fois qu'ils ont été en P1 avec cette équipe-là, ben, il a dû abandonner après la première tranche puisqu'il avait une promotion au travail. Donc il a préféré, et c'est bien aussi, son travail au foot. Et puis pendant 11 ans, il a entraîné les jeunes au Sporting de Charleroi, des U9, des U10. Voilà, il était pressenti pour entraîner, figurez-vous, Profondeville, Florence, ces dernières années. On lui avait demandé d'encadrer Damien Baudard, qui n'avait pas vraiment d'expérience non plus. Et finalement, il a préféré encadrer Damien Baudard et rester le T1, le T2 dans l'ombre. Et maintenant, il a été pressé depuis plusieurs années par Élie Goffin, qu'on salue d'ailleurs au passage, le président dynamique de Gemep, qui le voulait absolument. Et voilà, il a fait le grand saut et le voilà parti pour cette expérience avec Gemep. J'oubliais quand même de vous dire aussi que Roland a été un flanc, un milieu de terrain offensif très performant. Et allez, les moins de 20 ans, ça ne leur dira peut-être pas grand-chose, mais pour des gens comme moi, un peu plus âgés, on se souvient... Ça vous fait encore vibrer, Philippe? Bien sûr, parce que Roland, à l'UBS Ouvlay, du temps de M. Manfredi, à Meux, à Saint-Servais, à Tamine, à Biou, à la Sarthe au début, Sambreville, Jambes en promotion avec Christian Brailly, voilà, il est fort reconnu dans la province. Et voilà, mais ça, c'était déjà il y a très longtemps, mais je ne résiste pas à vous dire la première anecdote qu'il m'a racontée, et il va l'expliciter. À 15 ans, j'étais déjà en équipe première. Or, je lui dis, mais à 15 ans, il faut 16 ans. Ah ouais, mais j'ai joué sous un faux nom, une fausse carte d'identité. Vous pouvez avouer maintenant. Il y a prescription, Oui, Roland. C'est bien vrai. À ce moment-là, on pouvait encore tricher. On arrivait encore à tricher. Donc, la possibilité qu'il y avait, c'était de prendre la carte d'un autre et de pouvoir jouer sur le nom d'un autre. Donc, à 15 ans, j'ai joué en P2. Donc, à 15 ans... À la Sarthe, hein, donc à 15 ans, il a joué jusqu'à 40-41 ans, donc très 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 longue carrière avec des gens comme Daniel Clamot, Vincent de Ketteler, qu'on ne présente plus, Fanfan Radley, Joss Rifflard, Raymond Lamy, voilà, tous des gens très très connus. Philippe, je vous interromps deux petites secondes parce que voilà, on a notre invité fil rouge ce soir, qui est une journée très chargée. Où vous êtes le mieux, Michel? Bonsoir. Bon, désolé, les amis, franchement, pas de souci. On se trompe dans les horaires. Mais regardez Roland Dache, lui, il est toujours voilà, heureusement, je suis arrivé. Tout va bien. Roland Dache, une institution. Une institution dans la province, c'est ce que j'étais en train de raconter. Et donc, voilà, 2 ans qu'on vous voulait à Gemep, Roland. Oui, ça fait 2 ans. Donc, cette année-ci, j'ai fait le pas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'arriver à l'objectif demandé, c'est-à-dire la montée. Gemep fréquente depuis 2-3 ans à être monté et culbute à chaque fois au tour final, malheureusement. Donc j'espère que celle-ci, ce sera la bonne. Oui, et le président vous a bien dit, c'est le titre ou rien d'autre? Oui, c'est bien ça. On n'a pas le choix, c'est le titre. Et tout le monde est vraiment concerné par ça, aussi bien les dirigeants que les joueurs. Voilà. Avec un recrutement XXL, hein, je le disais, allez, pour citer quelques noms, Roland, il y a les frères Delcomel qui sont là, Boris, Jordan, Kylian, on a Scott Francotte également, Dylan Barzin, des noms bien connus du côté de Spi. Votre fils, Axel Dash, qui dépasse régulièrement la barre des 20, voire 25 buts en P2 du côté de Profondeville. Et puis aussi Thomas Martinez, passé par Esch, Tamine, il a connu la promotion. Tout ce bon monde se retrouve en P3A. On a pratiquement envie de dire que c'est du gâchis. On n'a pas envie de voir ces gars-là rester bien longtemps en P3, Roland. Non, pas du tout. Tout le monde est vraiment concerné par ça. Et l'objectif est vraiment la montée. On a fait un recrutement local, justement pour regrouper les gens de l'entité ici où il y a vraiment de la qualité. Et aussi, il y a un challenge à avoir. Donc, tout ça, c'est intéressant pour tout le monde. En fait. Il y a déjà quelques...
Il y a déjà quelques petits commentaires sur les réseaux. Merci forcément d'être avec nous pour cette émission de reprise. On a Frédéric Delcomen, le papa justement de la fratrie. Frédéric qui nous dit un recrutement à Gemep United qui n'a pas été trop compliqué. Conti, Dylan Barzin, les trois Delcos, Scott Francotte et Dorian Tournor. Bah oui, on le sait, Gemep United qui évoluera dans les séries interprovinciales en futsal. Il y a du beau monde à Gemep United. Forcément. Oui, c'était le but aussi d'avoir une équipe vraiment compétitive je veux dire, qui a un niveau vraiment supérieur. Maintenant, les matchs ne sont pas évidents non plus. C'est pas vrai qu'on en fait 3 que plus haut. Donc on va s'adapter à cette situation, mais je pense que ça, logiquement, ça devrait le faire. Mais voilà, il y a toujours des incertitudes sur une saison. Oui, Roland, par le passé, je l'ai dit tout à l'heure, on avait quand même des équipes, j'allais dire institutions dans la Basse-Sambre, l'UBS Auvelais, Sambreville aussi. Aujourd'hui, Tamine redescend peut-être pour mieux remonter. Gemep a joué aussi plus haut. Il y a un manque de bonnes équipes dans la Basse-Sambre. Pour vous, il y a une place à prendre. Il faut que Gemep remonte comme Tamine au plus vite vers l'élite provinciale déjà. Pour moi, oui, parce que Gemep, c'est l'entité, c'est la commune principale. Bon, il y a SPI qui est à côté, il y a d'autres clubs, et tout ça, mais si on avait quand même des installations et à un niveau supérieur, ça ferait que d'avoir un recrutement beaucoup plus performant et automatiquement aller voir plus haut. Voilà. Et comment gérez-vous Axel, votre fils ? Bien, bien. Donc, c'est toujours délicat à coacher son fils, mais bon, du moment qu'il me prouve qu'il doit jouer, il n'y a pas de souci. S'il ne le fait pas, je lui ferai l'autre et voilà. Le but, c'est quand même d'arriver à l'objectif et on doit tirer dans le même sens. Si lui ne tire pas, je fonctionnerai comme un autre. Petit oubli de ma part, je ne sais pas où en êtes-vous en Coupe de Province. Vous êtes toujours dans le lot des équipes. Oui, on est toujours qualifié. Ouais, donc jusqu'à présent, pas encore de défaite avec Gemep dans la préparation. Les matchs amicaux, oui. On a joué contre Nîmes. Donc il y a des matchs, on prend des matchs amicaux avec des catégories plus élevées que nous, justement pour avoir cette différence et rester dans un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il vous manque pour le moment ? Pour le moment ? Je veux dire sportivement, dans le fond de jeu, dans le fond de jeu, une défense un peu plus sûre, je pense que c'est quand même un peu plus. Voilà, donc ça va se régler. Hein. Ouais, 4 buts encaissés depuis le début de la saison, avec 2 derbys déjà en ouverture, Moustier-B et Ham. Par contre, offensivement, ça cartonne. 11 buts déjà inscrits par votre attaque et 5 par le fiston qui a déjà rapidement trouvé le chemin des filets, Roland. Oui, mais il n'est pas tout seul. C'est grâce aux autres équipes qu'il arrive à pouvoir marquer. Et voilà, donc au niveau défensif, c'est des erreurs soit de malchance ou des erreurs individuelles. Ouais. Vous m'avez dit, Roland, que le principal problème à Gemep pour le moment, ça reste quand même le terrain, qui a souvent je reprends vos termes, des saignées, des tranchées sur le terrain. Ouais, Frédéric Delcomen qui cite ça également dans les commentaires. Ce qui manque à Gemep, c'est un bon terrain. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, si on avait un terrain synthétique, ça serait bien parce qu'on pourrait travailler correctement sur le terrain, en garder un beau et tous les jeunes aussi. Ici, pour l'instant, les terrains ont été refaits tous les 2. Le terrain, on est savant petit à petit, et tout, mais encore du travail un petit peu à faire dessus, mais on le laisse tout. Donc, le vice-président, les dirigeants, essayent de faire quand même un maximum pour essayer de régler ce problème un terrain à la hauteur, je pense, des objectifs demandés, et aussi à la hauteur des lois qu'on a. Bon.
Pas facile quand même de bien le comprendre, Roland, puisqu'on a l'impression qu'il est dans un bocal, là. Il y a un petit écho mais bon, voilà. pour le moment. On va quand même lui demander s'il pense que les principaux adversaires... OK, on dit toujours, le principal adversaire, c'est peut-être Gemep, vu l'équipe qu'il a construite. Mais il y a Somzé. Hein. Mais il y a Somzé, oui, il y a Somzé dans cette série. On m'avait dit l'Inhibé, l'Étoile taminoise, pour le moment 6 sur 6 aussi. Ce sont surtout ces équipes-là qui vont dominer la série, ou bien Gemep doit avoir peur de personne? On ne doit pas avoir peur de personne. On doit être méfiant, mais avoir peur, je ne pense pas. On a fait un recrutement justement pour se permettre d'être à la hauteur. On espère être en hauteur avec un recrutement pareil. Donc, voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas jouer leur carte aussi. Voilà. Donc, on doit se donner à fond, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai encore une petite question pour lui, mais comme joueur, là, à un moment donné, vous m'avez dit je me serais quand même bien vu à Serein en Division 1, comme Luc Absil. C'était déjà il y a très longtemps aussi, quand Luc Absil était agressé. Ouais, c'est encore un regret aujourd'hui? C'est pas un regret. J'ai fait une petite carrière au niveau provincial, en général, et j'ai choisi le boulot plus que le foot. J'habitais à côté, j'ai pas fait l'école et j'ai travaillé directement. Voilà, c'est un choix de vie en fait. Un choix de vie, Roland. On a pas mal de commentaires forcément concernant Gemep. On a Elliot Moléon, joueur de Loyers, qui nous parle d'un de vos joueurs. C'est Aymeric Melotte. Il nous demande qu'est-ce que apporte justement Aymeric dans ce groupe de Gemep. De la sérénité dans le groupe. C'est quelqu'un qui est jovial, qui parle avec tout le monde. Donc c'est intéressant d'avoir un garçon comme ça qui est là depuis déjà, je sais pas, 2-3 ans, quelque chose ainsi. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des gens comme lui, poser, réfléchir malgré tout, et voilà. Je le disais, 2 derbys en ouverture. Vous allez du côté de Tamine B. Vous recevez d'ailleurs Tamine B ce samedi soir. C'est aussi la beauté de cette Serie A, tous ces derbys au fil des week-ends et des courts déplacements, avec toujours une belle petite assistance, mine de rien. C'est intéressant d'avoir des derbys. Au niveau de l'assistance, c'est très important. C'est ça aussi qui permet au club de pouvoir s'en sortir. À l'heure actuelle, ce n'est pas toujours évident. Donc, avoir des gens autour du terrain et des derbys permet d'avoir des matchs quand même avec une intensité quand même inhabituelle, je vais dire. Allez, merci en tout cas Roland d'avoir été avec nous pour cette première. On retournera très vite de toute façon du côté des terrains de Gemep avec des matchs, c'est vrai, face à Somzé, l'Inhibé ou encore l'Étoile taminoise. On a hâte. À très vite Roland, bonne soirée. À très vite, bonne soirée à vous et merci. Allez, merci Roland, excellente saison à vous. Michel, on se tourne vers vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là. On le sait, vous êtes un homme fort de monde. Et on vous a vu lundi d'ailleurs du côté de la tribune pour les 20 ans. Oui, c'est bien pensionné. Une belle soirée. je suis bien pensionné. J'ai fait un petit second degré avec Benjamin qui était lui-même un peu surpris. Non, jamais. Trop loin finalement du foot pour encore tenir la distance. Non, il faut être lucide. Un anniversaire comme spécial pour vous? Oui, parce que c'est sans doute dans ma carrière ce qui aurait été le plus les moments les plus agréables que j'ai passés. Dans ce métier de journaliste sportif, il y a une très très grande diversité à la RTBF. On fait du direct, on fait de la présentation, on couvre l'actualité pour le journal télévisé, on fait des reportages en magazine. Donc ça c'était vraiment un des atouts du métier à la RTBF. Mais présenter la tribune avec le ton qu'il y a eu à un moment donné, on est venu avec de l'info, parce qu'il y avait du vrai contenu, on est venu avec du divertissement aussi, et on est venu avec de l'impertinence. Et cette impertinence-là, elle a marché parfois, elle a bien fonctionné auprès des téléspectateurs, mais c'est pas seulement ça le critère quand on fait du service public, il faut venir aussi avec du contenu. Parfois, ça a débordé. Il y a eu des cadrages, on va dire. Et je suis bien mis pour le savoir quand Stéphane Poels a claqué la porte, mais
ça reste pour moi une des plus belles expériences et qui s'est clôturée avec celui qui a pris le relais. Il y a eu une logique là-dedans avec Benjamin de Seninck, avec lequel c'était pas facile pour lui. J'étais son patron. Présenter une émission à côté de son boss, c'est pas simple. Et y faire sa place, y trouver sa place. Je pense qu'on était très complémentaires. Sa connaissance du football est beaucoup plus pointue que la mienne. Je dirais que dans les choses humaines, j'avais rien à lui envier. Et il a aussi cette sensibilité-là. Et donc, voilà, c'est une émission où il y avait du foot, mais pas que, et qui intéressait des gens au-delà de la sphère footballistico-footballistique, parce que c'est ça, à un moment s'intéresser à la perte de balle dans le grand rectangle, parce que le type a glissé, et refaire ces phases-là à l'envie, c'est pas ça que je pense les gens attendent. Il faut élargir le débat, et le foot est une matière en même temps inépuisable, et chaque lundi, elle nous donnait un programme différent. Il fallait construire. Et puis on sortait en se disant, bon, ça aurait peut-être pu mieux marcher sur ça, mais on ne fera plus jamais la même. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand le générique est terminé, on sait qu'on passera à autre chose, qu'on ne fera jamais plus la même émission. Mais en tout cas, c'est vrai aussi pour vous. Ce soir, on a énormément de choses à discuter avec vous parce que l'Arquet est aussi au centre. L'Arquet Namur. Le Royal Arquet Namur, exactement. Le RAN. J'espère que dans 20 ans, quand on viendra fêter les 100 ans, on dira le RAN. Comme on dit le PSG, avec toute proportion gardée. Oui. Mais vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, parce que c'est une identité nouvelle. On revendique notre appartenance à Namur. Quand vous allez, et ça, on s'en est rendu compte, nous les dirigeants, quand on va jouer à Flénu, super club d'ailleurs, ça dit en passant, mais les gars, Arquet... ça ne parlait pas assez. Ça parle à personne, ça parle dans le football namurois, fort heureusement, un peu au-delà, au travers des interprovinciaux et des compétitions auxquelles on participe avec nos jeunes, mais il fallait parce que c'est aussi notre appartenance. On est à 2 kilomètres du centre-ville. Et donc, il y avait quelque chose là qui s'imposait. Mais parce que vous êtes en national, vous seriez en provincial, vous n'auriez pas tellement insisté? Peut-être que le débat serait venu un peu plus tard. Mais les 80 ans l'ont imposé. Et finalement, c'est cette logique des 80 ans où on se dit notre identité, on doit un peu la changer. Il y avait aussi notre sigle, qui était vieillot, c'est le même que Charleroi, c'est le même que Nanine, et merci à Julien Sauveau qui a dessiné ce coq, entre coq et lion, un animal en tout cas qui a à la fois des ergots et une crinière. Et pas de réaction de Namur? Si, bien sûr, mais bien sûr. Faites confiance quand même au président de Namur pour dire qu'il n'y a qu'un club à Namur, c'est le sien. Donc, mais c'était peut-être du second degré. Oui. Michel, au niveau de l'Arquet, il y a eu l'anniversaire, le changement de nom, de logo, mais il y a surtout ce début de saison. Tony Truant, via la Coupe de Belgique. Vous êtes qualifié pour les 32e de finale. Ce sera ce week-end du côté de Heist. On y sera d'ailleurs, on vous donne rendez-vous. Il y a eu de magnifiques rencontres. D'abord, le derby face à Aonui, quand même. Alors là, on peut quand même parler d'une certaine réussite. Pour arriver à ce stade de la compétition, il en faut. Et sans doute contre OE, c'est ce qu'il y a de plus significatif dans la réussite. On est battu 0-3 à la mi-temps. Et dans la tête des joueurs d'OE, des Wallerois, sans doute qu'ils disent... Le match, il est joué. Oui, le match est joué. Et ça doit aussi avoir une influence sur leur comportement sur le terrain. C'est impossible autrement. On a tous joué des matchs de foot. Si tu mets 0-3 à la mi-temps, tu t'es dit, l'adversaire, il est cassé, il est mené 0-3 chez lui. Et puis, il y a cet aspect-là, eux, qui jouent un peu plus à l'aise. Et puis, il y a Herman, la perle du Cameroun. N'Gangué, oui, qui entre, qui marque 2 buts, en trompant De Vriend magnifiquement, et qui donne l'assist à Mouemoué pour le 3-3. Et quand on sait, vous savez comme moi, quand une équipe remonte à 3-3, elle fragilise l'autre mentalement. L'ascendant psychologique. L'ascendant psychologique. Ajoutez à ça notre gardien, Romain Pletting, qui fait un début de saison magnifique, mais on connaît toutes ses qualités, il les confirme. Et sur les tirs au but, parce qu'il a remis ça à Capellen, il a été aussi exceptionnel. Il fait 2 arrêts à Capellen, sans compter celui miraculeux qui fait dans la prolongation. Donc voilà, et les choses se mettent, et on passe, et on en passe un, et on en passe 2. On va gagner à Stockey.
avec de la réussite et une erreur du jeune gardien qui était le deuxième gardien. Vous savez, c'est une série de choses qui se mettent et qui font se sont alignées que la pièce tombe. Mais ça fait déjà 3 fois. Donc, ça fait déjà 3 fois. Ah, ce serait bien qu'il y en ait une 4e, parce qu'on sait ce que ça représente. Je retiens quand même de votre entraîneur qui me dit, je vois quand même, vous étiez au match de Onwe, que l'arrière-gauche de Onwe commence à être fatigué. Et donc, je mets je ne reviens pas sur son prénom, Nganké, dans ce coin-là. Herman, et il a pris, évidemment, l'ascendant sur ce joueur. Mais tout à fait. Et connaissant Lionel Brouez de l'autre côté, qui prépare les matchs plus que préparés, il connaissait tous les joueurs, sauf les nouveaux joueurs de l'Arquette. Donc, il y a quand même un petit élément de surprise. Et alors, mettre là-dedans aussi, dans cette balance-là, les immenses mérites de notre duo d'entraîneurs. Hein. Il y avait Totti la saison passée. Justement, je me permets, Michel, il est en commentaire, Mika Noël, il a un mot pour vous. Michel Lecomte, un homme que je suis heureux d'avoir rencontré, sans doute le meilleur président que j'ai eu, un vrai coup de cœur, toujours accessible, positif, il voit toujours le verre à moitié plein, sauf quand il s'agit de le boire, et il se coupe en 4 pour son club. Oui, c'est vrai. C'est une belle rencontre aussi, hein. Forcément, quand vous vivez une saison à côté de gens du staff, on apprend à les connaître, on a des moments d'un peu plus de doute, et puis on a des moments euphoriques dans lesquels on partage d'autres choses, des sentiments sont exacerbés, et les miens parfois le sont, quand je suis au bord d'un terrain, ils le sont beaucoup. Mais c'était une très belle rencontre, comme celle que j'ai faite avec Gilles Fossion, qui est devenu l'adjoint de Thibaut Van der Waals. Je veux dire, Philippe, n'enlèvons rien au mérite de nos coachs là-dedans. Hein. Il y a de la réussite, mais il y a aussi un très bon effectif, une équipe bien calibrée et un sens de la mise en place et de la tactique chez ce jeune entraîneur, hein, qui est Thibaut Van der Waals, dont on nous a dit au début, vous êtes allé chercher qui, là, hein, et qui a fait une très bonne saison, et on lui souhaite, avec Gilles Fossion, aujourd'hui à ses côtés. Mais parenthèse, qu'est-ce qui vous avait séduit en choisissant Ah bien, justement, moi, alors il y avait d'autres très bons candidats, hein, c'est pas, le débat n'est pas là, mais c'était précisément la nouveauté, une certaine assurance. On vient se présenter devant un comité et on est dans le questionnement, on est contradictoire. Cette assurance-là, je sais où je vais, je vous laisse entendre comment je vais y aller. Et puis alors, le côté quand même sympa, il y a quelque chose qui, moi, est important. Côté extrêmement agréable de l'homme derrière l'entraîneur. Et c'était le cas aussi de Totti, et c'est le cas aussi de Gilles Fossion. Et je n'oublie pas Ludovic Lemoine, qui a une charge difficile avec la P2, hein, parce qu'il n'a pas d'adjoint. Donc si un adjoint nous entend, on peut envoyer sa candidature, puisque Philippe Buguin a refusé. Alors vous partez à Aix samedi, vous y serez au match? Mais non. Mais non, c'est catastrophique. J'ai accepté de jouer au théâtre pendant 6 semaines à Bruxelles, dans une pièce qui s'appelle Hors-jeu, mais je serai donc hors-jeu. D'accord. Au propre samedi. Mais par contre, s'il faut filer après la pièce de Bruxelles à Aix, j'ai calculé, c'est pas trop loin. Vous serez pas et loin, retrouver Bouquet dans le car avec les joueurs. Pourquoi pas? Mais c'est Aix-Opdenberg. Opdenberg, oui, on ne va pas à la côte. Hein, non, il vaut mieux le répéter. C'est déjà ça. Ouais, alors, près de Lierre. Michel pourra revoir les images alors sur les médias. Ça, je n'y manquerai pas. Je suis un fidèle des images foot de Bouquet. Hein, donc, alors, petit quiz, vous savez quel est le joueur le plus connu à Aix? C'est pas évident du tout, hein. J'avoue que j'ai dû chercher un peu aussi, mais il y a le frère de Carrasco qui joue là-bas. Milan Carrasco est un des éléments clés, c'est l'ailier droit, je pense, de cette équipe de Aix, qui a accueilli en son temps aussi 2 Namurois, enfin un Namurois très connu, Laurent Dethiers de Aix, qui est allé jouer là-bas. Et vous aviez aussi le gardien de Binche, mais son nom m'échappe maintenant, ça va me revenir, qui était le gardien de Binche, qui est un Huillier, qui vient de Chimay. Allez, bon gardien, mais ça va me revenir. Vous voyez, Michel, que quand on dépasse les 60 ans, la mémoire nous fait défaut. Je me rassure, je ne suis pas le seul. Mais on va retrouver son nom. Je l'ai d'ailleurs. Damien Lahaye. Damien Lahaye a joué aussi à Aix. Voilà, petit clin d'œil à... Alors, les dirigeants de Capellen, qui sont dans la même division, hein, des 2 amateurs flamandes, m'ont dit que c'était le club le plus susceptible de monter, en tout cas celui qui avait davantage de moyens. C'était le candidat numéro 1 à la montée. Quand on voit comment on a quand même souffert à Capellen, avec, il faut le souligner, une fin de match dans les prolongations,
où on a retrouvé de l'allant. L'entrée de Giresse était sans doute une partie de l'explication. Mais voilà, il faut aussi regarder le côté positif en se disant on n'a pas fait que absolument. On a très bien défendu, mais il faut aussi faire confiance à la qualité du groupe. Mais ils ont été battus en championnat. Hein. Oui, par Landersee. En ouverture. En ouverture. Ouais. Donc, alors quoi, ça les déstabilise. Imaginez qu'ils soient éliminés en coupe par le RAN. C'est de toute façon... Par Namur. Par Namur, voilà. Et il y aura peut-être confusion. C'est déjà historique. L'Arquet n'a jamais été aussi loin que cette saison. Hein, alors, on peut dire qu'on l'a presque fait exprès, hein, l'année des 80 ans. Et ici, je veux vraiment insister parce qu'on a dû changer notre date. C'était le 31 octobre. Je le dis déjà, puisque... Je suppose que vous participerez à la fête. Sinon, la prochaine, c'est dans 80. Il faut venir à celle-ci. On va pas rater ça. Oui. Ce sera le 7 novembre. Parce que pourquoi ? On a appris ce matin que c'était Standard Charleroi le 31. Donc, c'est juste intenable. On ne peut pas aller au choc frontal avec le derby wallon. Le derby wallon, une affiche comme celle-là. Donc, c'est le 7 novembre. Beaucoup d'invités. Et une bonne nouvelle, une invitée d'honneur qui a accepté, c'est Justine Hénin qui sera très bien. Avec nous. Et toute l'équipe de la tribune aussi. Hein. Oui. Marcel reprendra un peu de service. Philippe Albert viendra en boire quelques-unes avec la bande, avec Benjamin, avec Vincent, David Stegen, Stéphane Strecker. Donc, mais aussi, surtout les retrouvailles. C'est pour avoir des chouettes discussions au bar. Mais les retrouvailles avec tous les gens qui ont un jour porté les maillots. Et ça aussi, on sait combien les liens qu'on tisse à ce moment-là, ils sont forts. Hein, et les retrouvailles, il y a beaucoup de gens qui y aspirent. On va faire en sorte que ce soit ça l'objectif premier de la réussite. Oui, j'imagine que des gens comme Nono Trimboli, hein, qui a été une institution à l'Arquet, on parlerait de Ben Carpentier, pas les frères, il y avait les Lefebvre. Il y avait les Lefebvre, évidemment. Maillot, il y avait au moins 2 joueurs chez Maillot qui ont joué aussi à l'Arquet. Je me souviens de Warnon, il y a une foule de tous ces gens-là, ce serait bien de les revoir aussi. On va c'est prévu ? On va faire en sorte... Ah ben oui, donc c'est-à-dire, forcément, on ne peut pas inviter tout le monde, mais en tout cas, on sollicite tout le monde pour venir. On va faire avec des sponsors un petit repas quand même un peu VIP, mais à une heure différente. Et puis, ça se fera dans le hall de Audi chez Stéphanie à Herpan, donc deux niveaux, et puis une fête plus destinée à tout le monde, hein, et avec, on a une entrée à 25 €, on a 3 boissons, on a un food truck. Je veux dire qu'on fait en sorte qu'il y ait le plus de monde possible dans un grand espace. Et une voiture à gagner à la tombola. Une belle tombola avec de belles surprises. Allez, revenons à la coupe. Oui. Secrètement, au fond de vous-même, allez, vous allez passer Ace, vous allez bien passer Onwe, Capellen et Stocké, vous allez bien passer Ace. Alors, vous avez envie de qui après, secrètement? Ce serait magnifique. L'année des 80 ans, j'ai fait une très mauvaise blague à quelques supporters du Standard. J'ai dit, si on tombe contre le Standard, on a peut-être une chance. Mais oui. Ne le prenez pas au premier degré. Hein. C'est vraiment du second degré totalement. Non, si... Imaginez Standard ou Charleroi, enfin un club. Standard Arquet, ce serait magnifique. Oui, la Louvière, oui. Ce serait Charleroi, c'est un peu toujours votre partenaire? Non, ça n'est plus notre partenaire. Je l'ai appris à Mehdi Bayat, qui ne le savait pas. Ils sont allés vers Meux. J'ai pas très bien compris. Je sais depuis ce week-end qu'à Saint-Michel, qui était aussi partenaire avec un autre club de Mons, la collaboration a cessé également. Voilà, moi j'ai pas de souci avec ça. Nous tourner vers d'autres pour enclencher d'autres partenariats. Il y a moyen. Hein. Et il y a moyen peut-être aussi dans la proximité. Hein. Voilà. Qui sait. Michel, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres émissions, lorsque l'invité est ici, assis dans ce fauteuil, on lui demande quelques petits devoirs, à commencer par l'équipe type, et on va découvrir la vôtre tout de suite. C'est l'équipe type de Michel Lecomte. Commence par le gardien de but. Vous l'avez dit, il fait un excellent début de saison, c'est Romain Pleitings. Avec quand même en avant-propos que j'ai Michel. Très peu de matchs, hein, qu'on a dû se contenter et on a partagé beaucoup avec Philippe pour rétablir. Mais forcément, il y a le club du cœur qui est là. Je sais toutes les grandes qualités de Romain Pleitings. Il est là, depuis qu'il est chez nous, c'est un sans faute, quoi. Hein. Donc, il y a aussi derrière le très bon gardien
un admirable compagnon extrêmement positif et qui est un bout en train. Donc, voilà. Et tant qu'on parle des gardiens, on rejoint l'actualité. Hein, Monteléon, sollicité par Esch. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais alors, Matteo, moi, je n'ai pas nous n'avons pas de soucis, parce que je dis moi, mais derrière le sportif à l'arquet, il faut bien se dire qu'il y a un homme, c'est Cédric Dauginer. Hein, Michel Lecomte, il est dirigeant, il a d'autres trucs à régler, et il y a d'autres gens qui en règlent. Avec Vincent Mayen, on règle d'autres choses. Mais ici, mon avis, c'est de dire, imaginez que notre gardien, qui est un pilier on sait que défensivement on est assez costaud et avec Pettings en plus, imaginez qu'il se blesse si on n'a pas une solution de rechange. On a proposé que le jeune gardien de Esch vienne chez nous et que Matteo Monteléon aille à Esch. Ça n'a pas été accepté. Maintenant, je pense que Esch a une dérogation pour blessure. Hein. On peut prolonger. Voilà. Et alors, il faut voir quand Bros, le jeune gardien, revient. Alors, est-ce que c'est 2 mois? On me dit que c'est 2 mois minimum. Donc pour Matteo aussi, qui a envie, forcément, qui sait les qualités les qualités de la concurrence, on aurait voulu aller dans ce sens-là, mais on ne peut pas se tirer non plus une balle dans le pied. Hein. Vous avez quand même un gardien pour la P2. Oui, on a un gardien pour la P2, Oscar. Un club formateur, vous n'avez pas ça en magasin. Tu as raison, Philippe. Depuis longtemps, c'est le bas blesse. On a un déficit de Au poste de gardien? Oui, au poste de gardien. Et il y a eu le légendaire Fabien Brose, qui a tenu la cage pendant des années. On ne peut pas ne pas penser à Flo Gillet, Cyprien Canton. Il y a eu de la qualité, mais aujourd'hui, ça, la relève tarde à venir, et dans ce cas-ci, mais si on a cherché une solution, on était proche d'un gardien du Brabant, ça ne s'est pas fait au dernier moment, donc ce n'est pas fini, Et si on trouve une solution, on ne va pas s'opposer bêtement, parce qu'on sait que Matteo ne sera pas bien dans sa peau, et ça ne servira à la cause de personne. D'accord. On va poursuivre votre équipe type, Michel, avec un 4 arrière composé de Jonathan Kambombo, de Anden Evlet, Kylian Bernard de Loyers, Hugo Beckevort et Simon Gengler. Gengler. Ah, Gengler. Oui. Hugo Beckevort, moi je le connaissais certainement de l'avoir. J'avais vu jouer à Esch, mais on ne regarde pas un de ces joueurs comme on regarde un adversaire. Hein. Maintenant, je l'ai vu plusieurs fois. C'est extrêmement solide. C'est jeune encore, Hugo. Simon Gengler, on en reparlera tout à l'heure, parce tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur le cas de Simon. Kylian Bernard, c'est très très dans le mur de Loyers, parce qu'ils ont fait le mur. On reviendra sur cette rencontre également. Non, mais c'est très solide, et leur mérite, c'est que ce mur ne s'est pas fissuré, et que s'il ne s'est pas fissuré, Kylian Bernard y est sans doute pour quelque chose. Et puis tout l'effectif d'Anden, Evlet est quand même... Heureusement que les transferts sont finis, parce que sinon Anden allait continuer. Ouais. Et le joueur que vous avez choisi là, au bac droit, Kabombo, pour dire sa qualité, j'en ai parlé avec Gabor Bukran, l'entraîneur de Ciné, qui vient de jouer ce week-end, Evlet. Il me dit c'est plus fort que Matteo Van Copenhaul, qui vient de l'Olympique et qui était déjà un des meilleurs arrière-gauche. Donc, franchement, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Équipe type, d'ailleurs, de P1, Matteo Van Copenhaul. Voilà. Donc, s'il lui prend la place, ça doit être du lourd. Voilà pour le 4 arrière. Michel, on va enchaîner avec un milieu de terrain à 3. Donc, le dispositif, je le rappelle, est 4-3-3, choisi par Michel Lecomte, avec un milieu de terrain, j'ai envie de dire 5 étoiles quand même. Jonathan Fonder de Ciné, qui a bien connu les séries nationales. Il était déjà en D3 national avec Bertry. Victor Mendoza, un adversaire direct de ce week-end, Saint-Michel, et puis Antoine Palatte qui arrive, s'il vous plaît, de Meux. On met quand même un peu l'accent sur les nouveaux venus. J'espère qu'il n'y aura pas de vexation dans le groupe de l'Arquet, parce que il faut... Allez, Thibaut devra gérer ça. Oui, il faudra, mais on a globalement un très bon effectif. Antoine Palatte, grande classe, et au milieu du terrain, quel boulot, quoi, parfois dans une certaine discrétion, on dira, c'est pas le joueur qu'on va remarquer absolument et qui est sous les projecteurs, mais quelle efficacité, quel rendement,
et quelle classe, un garçon, beaucoup de qualité humaine. Jonathan Fonder, chaque fois que je l'ai vu jouer, moi, il m'a... Valeur sûre. Ouais, il m'a impressionné. Et puis, c'est un gars qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Hein. Donc, ça c'est bien. Et Victor Mendoza, c'est le neveu de Thomas Châtel. Ça me permet de parler de Saint-Michel, et de ce club qui est quand même complètement atypique dans la Détroit, puisque les joueurs là-bas ne sont pas payés. Exactement. Hein. Donc, exceptionnel. alors, par contre, j'ai appris, et ça c'est quand même une bonne idée, une bonne info, qu'ils partent une semaine en Grèce tous ensemble. Le club leur paye une semaine en Grèce, ça forme l'esprit d'équipe. Et il y a même des joueurs qui sont dans des clubs où ils sont payés et qui viennent chez eux. L'attaquant du Kosovas Skarbek a souhaité venir jouer à Saint-Michel pour l'ambiance, pour tout ça. Et par contre, encadrement tip-top, de kiné, des soins, et après 13 points, ils reçoivent une enveloppe qui leur permet de faire une activité particulière ou d'acheter du matériel et des équipements en plus. Donc il y a une récompense extraordinaire, récompense collective. 620 joueurs à Saint-Michel. C'est impressionnant. Incroyable. Par contre, Woluwe Saint-Lambert, la commune de Benoît-Serex, paye le synthétique, elle a pris en charge, elle paie l'énergie, l'entretien des installations. Donc ce sont des choses que nous devons supporter, ce qui est le cas dans beaucoup de clubs du Hainaut. On n'est pas tous livrés à la même enseigne dans ce football amateur. Hein. En même temps, je pense que voilà, on doit assumer, on connaît les donnes et il faut avancer. C'est pas pour ça qu'il faut pas avancer. Mais voilà le nouveau modèle. Et alors, même de ça, pendant la première demi-heure, on a souffert, hein, et notamment grâce au chef d'orchestre du milieu de terrain à Saint-Mich, comme dit mon collègue Benjamin de Sonac, dont les garçons jouent là-bas, il était là. Et alors, une grande sportivité, on sent que... Et ça permet aux joueurs de parler d'autre chose que d'argent dans les vestiaires. Ce qui n'est pas plus mal. Allez. Oui. Non, je caricature, mais... On va enchaîner, découvrir les 3 derniers joueurs qui composent ce 11 de base, avec devant Ali Ilmaz de Anden Evlet, qui a également bien bourlingué avec Amoir, ou encore François Mestrio, le serial buteur de BM, qui commence déjà très fort sa saison. Et puis Eric Kouka, la belle découverte. Eric Kouka, très jeune joueur, un luxembourgeois qui étudie à Louvain-la-Neuve. Donc vous avez vu, hein, j'ai fait un focus un peu sur les nouveaux arrivants, et que c'est une très belle découverte. Il est venu à vous, je pense. Oui, c'est lui qui est venu chez nous. De D1 luxembourgeoise, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un luxembourgeois, hein, il habite au Luxembourg. Il habite au Luxembourg. Et je suis impressionné par sa condition physique, sa courte, le sérieux avec lequel il est tout le temps dans son football. Voilà, on peut rigoler, mais pas trop, quoi. Hein. Moi, je dois quand même travailler. En stage, j'ai vu qu'avant de rejoindre le bar, il a mis plus de temps que beaucoup d'autres. Important, ça. Oui. François Mestrio, ça, c'est... Triplé encore ce week-end. Ouais, on va aller jouer au canonnier, mais Mestrio, c'est un peu ça quand même. Hein. Il est puissant, oui. Il est très puissant, et puis... et très efficace. Donc, vraiment, on centre avant. Et puis, Yilmaz, dans l'effectif andonnais. Le pléthorique effectif andonnais. Le pléthorique effectif andonnais. On a vu les occasions qui s'est créées à Ciné, notamment samedi dernier. Donc voilà, mais je n'ai pas fait un 11 de base objectif dans la mesure où il y a beaucoup d'équipes que je ne connais pas. Donc on est très tôt dans la saison. Voilà, mais ça permet de mettre un peu le focus sur quelques joueurs qui, je trouve, le méritent. Michel, dans les commentaires, on a Lucas Gibaldi qu'on salue, hein, le latéral de Malone, qui nous disait que Bastien Bartholomé, l'actuel portier de Shofton, était passé aussi en jeune par l'Arquet. Ça a été un petit peu la révélation en P2 l'an dernier. Oui, c'est vrai. Alors là, il y a toujours dans le filtre, il y a toujours des choses, des pépites qui se perdent. Hein. Et ça, c'est malheureusement le lot, mais c'est pas vrai qu'en division amateur. C'est aussi vrai au plus haut niveau. C'est certain. Merci pour cette équipe type, Michel. Et on va passer à la pause. C'est la mi-temps et vous allez le découvrir. On a une nouvelle rubrique cette saison. Je vous en ai parlé en ouverture. C'est le
Top But. Chaque semaine, on va découvrir les plus beaux buts qui ont été diffusés dimanche dans le sport, notre émission en direct à 20h et non plus à 19. On en a sélectionné 3. Vous avez voté durant le début de la semaine. On va découvrir les 3 buts qui ont été plébiscités ce week-end. Si on peut me dire, si en régie, c'est bon chez vous ? Allez, c'est parti, le top 3. On commence justement avec François Mestrio. Vous l'avez cité, Michel. C'est un coup franc direct des 25 mètres, très puissant, qui passe ras du poteau. Vous le voyez également en retour, Michel, vous vous penchez. Voilà, ah oui. On a ici Yannick Loemba. Milieu de terrain de Namur, le 1-2, très très propre, avec un plat du pied pour faire 1-0 face au Standard de Liège. Malheureusement, ensuite, ça a été la défaite 1-2 pour les Merles. Et puis, pour moi, c'est le plus beau but de ce top 3. C'est Maxence Hubo qui a été envoyé. On peut le dire, hein, une caramel pleine lucarne, il secoue les filets, ça fait toujours rêver, vibrer ce genre de but. Mais on le sait, François Mestrio a une grosse communauté et c'est François Mestrio qui a été élu plus beau but pour cette toute première séquence. Donc tous les lundis, suivez Bouquet Sport, vous verrez de nouveaux buts chaque semaine. Je vous le disais, Michel, François Mestrio, vous l'avez dit, très efficace. Quand on voit les 3 buts qu'il marque. Puis il y a une puissance aussi physique. Hein, donc, il sait bouger un défenseur. Hein. Ouais. Donc, comme ça, c'est bien. On prévient déjà Beckevort et Mike Brassard ou Julien Van der Eycken ou celui. Ils vont avoir du boulot. Ils vont avoir du boulot. Ouais, donc, le jour où le petit Martin Foulaï ne sera plus blessé, parce que je crois qu'il est blessé à la cheville pour le moment, c'est pour ça qu'il n'a pas encore joué l'une ou l'autre minute. Mais imaginons ces deux là devant, ça peut faire du mal aussi. Oui, et puis il y a encore un Maxime Lambert dans le milieu de terrain. J'ai envie de dire, il a inscrit un triplé, malheureusement il y en a un, c'est contre son camp, mais encore 2 buts. Là aussi, une équipe de Bième qui continue à donner pleine confiance à ces jeunes, Michel. Oui, non, et puis il y a un chouette public à Bième, hein. Le club est suivi, il y a de l'ambiance. C'est vrai. L'enceinte est magnifique, je trouve. Avec de beaux travaux. La tribune, la qualité du synthétique, et puis un entraîneur qui est un gentleman aussi, et qui est passé par l'Arquet. Olivier Defresne. Je ne me souvenais pas. Olivier Defresne a joué à l'Arquet aussi. Ben voilà. Et l'autre joueur qui est passé par l'Arquet comme joueur et comme entraîneur, qui vous salue d'ailleurs, Denis Soulechman. Ah bah oui, forcément, Denis. Mon exceptionnel président. Beaucoup de souvenirs, hein, Michel. Voilà. Oui, c'est vrai. Et on lui doit beaucoup à Denis, hein, parce que quand Cédric Dauginet, et j'insiste sur le rôle de Cédric, qui était un ancien joueur de chez nous, qui entraîne chez les jeunes aujourd'hui en U7, qui est impliqué dans la gestion sportive, et quand il est allé le chercher, la première année, on est descendu. Et on est allé chercher pour remplacer Miguel Ferreira, qui pourtant avait fait aussi du bon boulot, mais il sait mieux quiconque comment la roue tourne en foot. Et Denis, il a tiré les leçons de sa première année, et on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par une montée de P2 en P1 et une montée consécutive de P1 en D3, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Alors, c'est un style. Hein, un coach atypique, on peut le dire. Complètement atypique. Parfois, il y a des débordements, hein, au bord du terrain. Parfois, le 11 le ton. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres récemment dans un derby namurois. Mais en attendant, connaissance du foot extrêmement pointue et passionnant de débriefer avec Denis le lundi matin, de refaire le point. Parce que moi, je n'ai pas du tout cette connaissance-là. Je pense que je peux poser les bonnes questions pour faire grandir un peu mes connaissances foot, mais je suis incapable de faire une analyse pointue. Elle reste superficielle, et tant mieux. Et il est parti jouer à Ouépion-Namur. Parti jouer à Ouépion-Namur, mais je me demande s'il n'a pas quelques soucis de transfert. Donc, ah bon, d'accord. Ouais, donc il faut voir. Oui, il a encore ça, il a encore la patte. Hein, donc, monté en P3 d'ailleurs. Et il viendra aussi bientôt champion de Belgique de paddle. Ah bon? Il ne fait que ça. Non, je dis oui. D'accord. Petit clin d'œil. Allez, un petit clin d'œil. Vous avez parlé du derby, justement, face à Loyers. Philippe, je le sais, vous avez préparé une revue de presse.
On ne l'oublie pas. On va y passer dans quelques instants. Mais avant cela, on va quand même revenir sur ce derby. Vous étiez d'ailleurs aux commentaires. Philippe, petit rappel, 0-0. Un Arquet, on va le voir sur les images, qui a dominé la première mi-temps de la tête et des épaules face à Loyers. Énormément d'occasions. Vous avez fait le siège, justement, des cages de Thibaut Salmon. Mais Michel, ça n'a pas voulu rentrer. Non, en première mi-temps, en effet, on s'est créé des occasions. On vient d'en voir une avec la tête de Jonker, c'est le bel arrêt de Salmon. Ici, ça doit être dedans. C'est Kuka, précisément. Et regardez Kuka ici sur son côté, quelle vitesse. Ouais. Virevoltant. Voilà, regardez ça. Magnifique. Et son assist est très beau aussi. Regardez, hop. Pour Alex Walker, ça. Ouais. Alex Walker, il y a un petit rebond qui défausse la reprise d'Alex. Magnifique joueur aussi. Ici, la percée de Jonkers. Et ça passe aussi. Ça passe aussi pas loin. Sauvé, c'est le grand Moléon, je pense, qui était sur la trajectoire. Et il y en a encore d'autres. C'est de Reiken, Julien, notre capitaine, aussi un fidèle du club, vraiment un des piliers de notre équipe qui tente un geste extrêmement difficile. Et il y avait un penalty aussi, Michel m'avait dit, vous avez oublié de montrer. Non, Loyers a réclamé un penalty à la fin du match pour une poussée, c'est discutable, mais de notre côté, en refaisant le débrief, il y avait une carte rouge potentielle en début de match. Le coach adjoint me dit que le joueur concerné le reconnaissait à Loyers. D'accord. Bon, je pense que de ce côté-là, on va dire ça s'équilibre. Par contre, vous avez parlé des cartons, Michel, et on va revoir également sur nos images, il y a eu énormément de cartons, plus de 10 cartons jaunes sur la rencontre. Ici, c'est Martin Van de Vive qui s'est fait surprendre en tentant ce geste-là. Et puis ensuite, je le disais, des cartons jaunes à l'appel. Là, il peut mettre... Voilà, je pense que c'est cette phase-là. C'est cette phase-là. Ouais. Il bien de la montrer. Là, s'il met la jaune, là, pour moi... il doit mettre la rouge. Il a mis la jaune et il doit mettre la rouge. C'est discutable. Et attendez, vous avez vu, la faute se passe. On va la revoir, justement. Merci à nos équipes en régie. Van Vies, le petit geste en arrière. Et puis là, il se fait surprendre et se fait piquer le ballon. On a peut-être... Qu'est-ce qu'il a dit, le commentateur Il n'a pas bien vu. Il n'a pas bien vu. Vous jouez le joker, là, Philippe. Aussi, c'est plus ce que j'ai dit. Et on va revoir, mais tout ça pour dire, Michel, c'était un derby quand même qui était très costaud, un match d'hommes, parfois à la limite quand même. Oui, très rugueux, très engagé. Bon, les consignes manifestement étaient claires de la part de l'entraîneur de Loyers et on les entendait encore répéter, puisque distinctement au bord du terrain, pas toujours dans un langage... Voilà, c'est ici le penalty qu'il réclame. Dans un langage extrêmement châtié. Ben oui, là, il y a une petite échauffourée. Oui, c'était l'entrée en matière de Loyers contre un Arquet qui est en forme et sans doute aussi un peu émoussé par sa coupe. 120 minutes. Et le match nul, il est logique. On va pas. Oui. Et même votre coach, notre coach pour s'être levé. Je pense que l'arbitre là, il a exagéré. Mais là, oui. Et puis ici, c'est l'exclusion de il aurait pu chercher notre copain. Di Maggio. Oui, je pense qu'il doit faire attention, Di Maggio. Je sais pas, voilà, pour l'image de Loyers, ça peut jouer des tours Allez, on va dire que c'était son premier derby. On va lui laisser un joker. En attendant, il est parvenu à motiver ses troupes. Mais objectivement, dans une agressivité qui, moi, m'a semblé un peu déplacée. Démesurée. Oui, aussi, démesurée. Merci pour ce retour, Michel, sur ce premier derby namurois de la saison. On va passer maintenant à la revue de presse. La revue de presse de Philippe, la première de la saison. Qu'est-ce que vous avez lu? Je revenais encore sur ce match Arquet-Loyers. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Je pense qu'il y a toujours en tête ce mano à mano d'il y a quelques années pour la montée. Et je crois avoir entendu de la bouche de l'entraîneur de Loyers qu'il y avait une petite inscription, on les a bien eus, ou une histoire ainsi, et que ça leur était resté un petit peu à travers de la gorge à Loyers, et qu'ils voulaient... Donc, mais, tout à fait amicalement, je veux dire, mais je pense qu'il y a quand même cette petite rivalité-là qui restait en tête dans ce derby-là, je pense. Bien sûr. Maintenant, oui, ça reste quelque chose de très animé. Il y avait du monde, on a fait plus de 200 entrées.
entrée un mercredi soir. Payante, un mercredi soir. Donc, pour ça, il faut que l'Oyers reste en Détroit. Hein. Je préfère jouer contre l'Oyers que contre un autre club aiguillé du fin fond de la province du Hainaut. Et un derby, ça vous attire des gens, ça fait parler, vous êtes sur le devant de la scène. Donc, après, quand les passions sont retombées, on est réaliste et on se dit que c'est bien que l'Oyers continue de proposer des derbys avec l'Arquet, le Royal Arquet Namur. Exactement, Michel. Allez, on Philippe, c'est parti. Dans cette revue de presse pour être dans les temps, puisque nous avons 90 minutes pour cette émission. Exactement. On ne va pas dépasser, hein, c'est quand même un match de foot. Même longueur. J'ai retenu la conférence de presse de la CFF, conférence de presse de rentrée à laquelle j'ai assisté ce lundi. Je reprends l'article, page 31 de ce mardi de Vers l'avenir, hein, donner une image moderne, dynamique et professionnelle. Ça, ce sont les mots, allez, c'est un petit peu dépensif, hein, mais ce sont les mots du nouveau président Philippe Gaudin. Mais je retirerai de cet article et de cette conférence quelques idées intéressantes tout de même. La réforme des compétitions qui est proposée maintenant à la fin 2026-2027. Donc on laisse passer cette saison et la saison d'après. Eh bien, en fin de saison d'après, eh bien, on sera concerné par cette réforme si tout avance. On demandera son avis à Michel après d'ailleurs. Correctement, oui, parce que sur les 4 points, il y a l'avis de Michel à solliciter, bien évidemment. Donc on rappelle, hein, des séries à 12 avec des play-offs et des play-downs. Tout ça pour la nationale pour le moment, mais Philippe Gaudin insiste, il veut que cette réforme soit complète. Et pour être complète, il faut intégrer aussi dans cette réforme les séries provinciales, parce que parfois on se plaint de trop de descendants en première provinciale namuroise ou ailleurs, dans les autres provinces francophones. Donc il veut qu'on étudie quelque chose de global. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, qui fait déjà grincer des dents à droite et à gauche, d'ici 2031, la FIFA ne veut plus de terrain synthétique avec des billes noires, en caoutchouc donc. Bon, on a parlé de 200 clubs concernés par des terrains synthétiques. J'imagine que ceux qui ont mis des bouchons de liège, etc., c'est déjà un petit peu différent, etc. Bon, donc il y a clairement un petit souci de santé publique. À quel point, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas, on a évoqué cette problématique-là. Il y a un moratoire avec la ministre des Sports pour le moment, donc je ne pense pas que ceux qui ont l'idée d'avoir un terrain synthétique, on en parlait à Gemep, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais je ne pense pas qu'on va donner les subsides tout de suite, parce qu'on réfléchit à avoir quel genre de synthétique on peut encore avoir. Et s'il faut remplacer un terrain synthétique, pour certains clubs, c'est une vraie problématique, parce qu'on parle de plus de 100 000 euros pour changer tout cela, et il n'y a plus de subsides. Donc, que va-t-on faire ? Un seul cas, on parlait de Bième, je pense qu'à Bième, ce sont des billes en caoutchouc, par exemple. C'est un beau terrain, mais si on leur dit qu'ils doivent changer... Et ils doivent changer en 31. Hein. Avant 2031. Avant 2031. Donc ça laisse quand même un peu de temps. Ouais. Mais en effet, c'est un vrai problème. Ils sont allés voir, je sais qu'avec la commission des sports dont il fait partie, Vincent Mayen et la ministre Jacqueline Galland sont allés voir aux Pays-Bas un nouveau modèle de terrain qui n'inclut pas de billes. Donc c'est directement un tapis. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas reconnu par l'UEFA et la FIFA. Et donc, maintenant, c'est la CFF et la fédération qui doivent influer auprès de la FIFA pour dire attention, il faut quand même raison garder. On est dans du football provincial, le terrain est de qualité, mais il n'a plus les standards de qualité exigés par l'UEFA. Donc on est dans ce débat-là. Mais moi, je trouve la réflexion intéressante, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de subsides, les clubs ont de plus en plus de mal à boucler les budgets, on doit prendre des choses sur soi, et je trouve que c'est normal qu'on prenne des choses sur soi. Attendre que le pouvoir subsidiant vous subsidie complètement, c'est peut-être un peu utopique. Mais en attendant, c'est des gros enjeux. Nous, il date de 2010, notre terrain. Hein, donc il est... il va être temps. Hein, on l'a fait réparer, on l'entretient bien, mais il est très sollicité. Donc oui, ça va être un problème pour beaucoup de clubs. Et petite info qui date de hier soir, du conseil communal de la ville de Namur. Ça bouge pour Nanine, qui devrait également revoir ses installations avec... on va dire un petit coup de neuf. Donc, 1,8 million, je pense, de subsides pour le club de Loyers qui a... Loyers Nanine, on est d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Revenons à notre papier. Très débat sur ça. Oui, absolument. Oui, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Ah, voilà. Donc, il faut tous venir à la soirée de
de l'arquet. Pour en discuter. C'est vrai que c'est un peu un casse-tête, parce qu'il y a ce que vous dites. On construit un terrain, si l'accord passe, si le projet est soutenu par Infrasport, mais quel terrain? Si vous construisez un terrain, le temps que ça aboutisse, on va être 2027-2028, le temps que ça aboutisse, 2 ans après, pour 2 ans après, il faut... voilà, ça veut dire qu'il faudra construire un terrain d'une nouvelle génération qui va cadrer avec ce qui doit se passer en 31. Oui, la discussion est ouverte, en tout cas. Pour revenir à cette conférence, on a parlé aussi des arbitres. Alors, ouais, c'était intéressant parce que j'ai appris, par exemple, que les 2 dernières années, il y a eu 300 nouveaux arbitres à chaque fois. Donc, on dit souvent qu'on manque d'arbitres. Ben voilà, grand dynamisme à la CFF. Oui, oui. Et ouais, beaucoup de campagnes, d'ailleurs, par rapport à ça. Et donc, ceux qui dirigent les arbitres maintenant veulent que tous ces arbitres soient mieux entourés, qu'il va y avoir plus d'observateurs sur les terrains de foot, autour des terrains de foot, pour ces arbitres. Il y aura des nouveaux centres de formation aussi. Voilà, petite nouvelle aussi. En D1, D2 à CFF, eh bien, on va avoir progressivement des arbitres flamands, de l'aile flamande, qui vont venir siffler. Et pareil, vice-versa, donc les francophones iront siffler chez les flamands. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, Michel, mais prenons le match contre l'Oyers. C'était un arbitre, je vais dire, un peu moins connu, mais c'était pas un arbitre habituel qu'on a déjà vu souvent. Ça veut dire aussi que des arbitres du Luxembourg, du Hainaut, du Brabant, tout ça va bouger beaucoup plus, ce qui va permettre à avoir des gens qu'on connaît un peu moins du côté des joueurs et des dirigeants. Il y a certains dirigeants qui disent non, moi je préfère garder des têtes connues. Mais non, je crois que c'est une bonne chose. On est peut-être plus respecté quand c'est un arbitre. Ça voudrait dire que ça change quelque chose. Ben non, ça ne change rien. L'arbitre, ce qu'on lui demande, c'est d'être un bon arbitre. Moi, je trouve que depuis qu'on est en Détroit, le niveau de l'arbitrage est quand même largement supérieur. Et ils sont aidés. Et tout est, je veux dire, tout doit être mis en place. Les assistants aussi sont meilleurs, forcément, puisqu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Je suis allé à Saint-Michel dimanche. Mais il n'y a absolument rien à dire. Arbitrage impeccable. Celui de Loyer, c'était, m'a semblé, encore un peu tendre. Oui. On va dire surtout pour un match comme ça. Ouais. Mais par contre, il a très bien tenu le coup physiquement, mais il aura débriefé avec un mention, et je ne doute pas qu'il aura eu les bons conseils. Mais en effet, il y en a de plus en plus, et il les choisit, il les gâte, c'est bien. Et à Capellen, j'ai vu un arbitre flamand, il venait de Diest, il m'a expliqué, j'ai parlé avec lui après. C'est aussi du très grand niveau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un arbitre qui soit bien, qui soit dans le match, qui sente le jeu. Et ça, c'est beaucoup de paramètres encore, parce à maîtriser. Mais je trouve que le niveau dans notre série, à partir de notre série, est quand même relevé, oui. Et Jonathan Lardot, qui a été nommé comme directeur, c'est une bonne nomination. Avec Stéphane Gleton. Avec Stéphane Gleton. Donc voilà, 2 personnes qui vont bien tenir, à mon avis, ce département arbitrage à la CFF. Le pôle élite, très rapidement, oui, on termine. Oui, là, c'était Johan Wallem qui nous a donné l'information. C'est passé un peu inaperçu. Vous avez un pôle élite où les meilleurs joueurs jeunes de la CFF sont regroupés. Et cette année, il y en a un de la CFF qui a été recruté par l'Antwerp, figurez-vous. Donc, ça fonctionne, mais ça pourrait être plus, évidemment. Et alors, l'information sur laquelle j'aimerais bien que Michel réagisse quand même, c'est le responsable du département compétition, Didier Petitjean, qui a assuré, et il a confirmé encore hier à la réunion de la 6e province, qu'il y aurait 4 descendants en D3 donc série A, pour 3 en série B. Alors moi je trouve ça personnellement injuste. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la Série A n'a pas nécessairement... On est 17 ans. Vous êtes 17, oui, mais vous n'avez pas demandé à être 17. Ça aurait pu être 17 en Série B. C'est la rare, voilà, l'équipe B qui était rajoutée. Mais imaginez maintenant pourquoi n'a-t-on pas gardé 3 descendants A et en B, et que les 12e de chaque côté fassent un barrage et qu'il y en ait un de plus. Ça me semblait plus équitable. Vous avez posé la question, Philippe. On n'a pas répondu. On m'a dit les clubs ont été avertis déjà depuis un certain temps. Je ne suis pas sûr, parce qu'une autre personne que je ne citerai pas de la CFF me disait on tranchera cette question-là au mois de décembre, ce qui n'est pas non plus très très logique. On doit savoir ça avant le début de la compétition. Mais imaginez cette série 3A, vous connaissez pas tous les adversaires, mais on peut déjà le dire, il ne s'en cache pas. Même pour Esch, peut-être pour Loyers, on verra, mais
on est vite dans ces 4 derniers. Et alors, le problème, c'est que ça s'est répercuté dans les séries en dessous. Si vous avez 2 descendants de Détroit, un Namurois, ça veut dire qu'on est déjà à 4 descendants. Si l'Olympique et Serein viennent à descendre de D1B, c'est des descendants en plus, on va vite avoir 4-5 descendants de P1 namurois, et puis P2, P3. Donc je me demande si les clubs namurois de 3A, plus Énuyer, plus Brabançon, puisque on voit bien aussi que Jodogne, c'est plus compliqué cette saison-ci. Saint-Michel, ça sera compliqué aussi. Pour eux aussi, ils se disent, tiens, 4 descendants, ça me semble beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'autant qu'on est passé quand même d'une extrême à l'autre. Il y a un moment où on considérait que la réforme était acquise et on parlait d'un seul descendant. Oui. Et puis il y a eu ce revirement de situation parce que le conseil d'administration de la CFF a refusé la réforme. Ce que je comprends aussi, parce que moi, ça me semblait, on était allé trop vite en besogne, quoi. On a été convoqué à une assemblée en rentrant de vacances. Oui, ça veut dire que ça va créer quelques... souvenez-vous de ce qui s'est passé l'an dernier. Hein, ça a été chaud pour Loyère jusqu'à un certain moment, et puis ils s'en sont sortis jusqu'à la fin du championnat. Jusqu'à la fin du championnat. Donc moi, c'est ce que je déteste le plus, c'est de vivre ces moments-là avec la potentialité de descente. Ça, c'est quand vous êtes dirigeant, c'est insupportable parce que tous les matchs deviennent... Et donc ça veut dire qu'il y a 4 clubs qui vont le vivre cette saison. Oui, c'est beaucoup et c'est sans doute trop. J'avais pas pensé, c'est vrai, à ce barrage potentiel. Je me suis dit logiquement 17, il y en a un en plus, mais c'est vrai qu'on est déjà pénalisé par le fait qu'on soit 17. Si vous regardez, c'est quand même un match de plus. Hein. Oui, et le week-end où vous ne jouez pas, vous perdez aussi. Prenons Ciné, qui a 1 point sur 6 pour le moment. Il ne joue pas dimanche. Tout de suite, c'est comme si on a pas 1 sur 9, mais le doute s'installe. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Une réflexion. Bon, maintenant, je pense qu'il faut avoir aucun souci pour Ciné, mais il y en a d'autres, qui sont dans cette situation. Bon, maintenant, voilà, je pense qu'il y a d'autres préoccupations au niveau de la CFF, oui, bien sûr, qui sont un peu plus importantes, hein, qui doivent les préoccuper davantage, hein, notamment les budgets et aussi ce que les clubs doivent prendre en charge dans les taxes qui arrivent. Et oui, il faut faire vivre la CFF aussi avec son nouveau directeur, hein, Thomas Rodriguez, fait du bon boulot. On est dans une gestion nouvelle, dans un nouveau management, avec des cellules. Et pour vivre un peu ça de l'intérieur, ça fonctionne bien. Mais en attendant, les clubs souffrent de plus en plus. Hein. Il y a de moins en moins de monde, il y a de moins en moins de bénévoles, il y a des clubs qui disparaissent. C'est compliqué, hein, de faire tourner un club au quotidien. C'est compliqué. Hein. Chaque jour, il y a quelque chose qui vous tombe sur la tête, il y a un problème à résoudre, un éclairage par-ci, un souci dans les vestiaires par-là, un joueur qui n'est plus venu, qu'on n'a plus vu, enfin, des parents qui ne sont pas d'accord avec les sélections et les noyaux qu'on va faire chez les jeunes, on est en plein dedans pour le moment. Donc tout ça, il faut gérer. Mais voilà, il faut être aussi, essayer d'être organisé. Oui. Messieurs, le temps pour la mi-temps, là, on l'a déjà explosé. Philippe, on va devoir avancer avec la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti, jingle. Et avant de passer directement à notre deuxième invité, je vais quand même vous rappeler notre quiz. Je le disais en tout début d'émission, nouveauté cette saison, on va vous faire gagner des cadeaux dans ce quiz. Des cadeaux justement pour les amateurs de foot. On peut déjà peut-être nous afficher de quoi vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est déjà prêt. Vous allez sur www.bouquet.live. On y viendra dans une quinzaine de minutes, tout au plus. Donc, vous inscrivez votre nom, votre adresse mail. Comme ça, si vous gagnez, on sait vous recontacter. Et puis, on a 8 questions à vous proposer pour vous départager. On voit d'ailleurs dans les commentaires des Lucas Bézin, Greg Mazy, Hugo Beckevort, Elliot Moléon, Diego Demoulin. On vous attend sur le quiz. Je le disais donc, www.bouquet.live. Philippe. Et il y a une prime. Hein, important. On le disait, un cadeau. Philippe, c'est quoi un cadeau? Ah oui, mais il y a différentes sortes de cadeaux. Mais voilà, venez parce qu'il y a quelque chose au bout. Allez, on verra ça tout à l'heure. Vous ne le connaissez peut-être pas, cet invité, Michel. Vous
peut-être également derrière votre écran, c'est Mathieu Houlot, attaquant français qui a rejoint Nîmes durant l'été. Vous connaissez ? Non, je ne connais pas. Eh bien alors, on va faire connaissance avec Mathieu Houlot qui avait rejoint Couvain la saison dernière en P1. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Mathieu qui a déjà inscrit 5 buts en 2 matchs, que c'était face à Rochefort et un triplé face à Jeudine ce week-end. Mathieu, vous aviez déjà cartonné la saison dernière avec Couvain. Pourquoi avoir décidé de rester chez nous dans cette P1 namuroise ? Mais en fait, j'ai quitté aussi Couvain en janvier pour revenir en France parce que voilà, ça me plaisait plus. Et là, j'ai eu un nouveau projet qui s'est proposé à Nîmes. Du coup, j'ai adhéré au projet. Les clubs voisins, vous les avez affrontés. Clément Gonel également, votre ancien coéquipier qui a rejoint Nîmes. C'était une évidence, on va dire ça comme ça, Mathieu ? Oui, c'était une évidence. Je voulais quand même quelqu'un qui venait avec moi pour pas que je me retrouve tout seul. Et j'ai 3 coéquipiers qui m'ont suivi, donc nickel. Ouais, on le sait, il y a énormément de joueurs français qui franchissent la frontière pour venir dans cette P1 namuroise. Mathieu, qui est un joueur d'expérience, Philippe, déjà une belle carrière derrière lui. Vous pouvez peut-être nous citer quelques lignes du CV de Mathieu. Oui, j'essaie de retrouver le bon ordre. Non, sinon on lui demande. Mais non, oui, il a été formé, ça ne vous dira rien, à Montbert-Fontaine, c'est bien ça, dans les Ardennes, à 1 heure de Sedan à peu près. Puis il a été repéré par Charleville qui était en R1, c'est juste après la Nationale 3 en France, donc Nationale 1, 2, 3 et puis R1. Donc il a joué 1 an à Charleville comme attaquant et puis il est passé par des clubs comme Prix-les-Mézières, Charleville, Prix-les-Mézières, maintenant je crois que c'est fusionné ces 2 clubs-là. C'est fusionné, oui. Vous étiez retourné là-bas après avoir fait une bonne demi-saison à Couvain, à l'OCPAM, comme on dit. Et puis vous m'avez dit, je suis content de revenir en Belgique quand même, parce que finalement, c'est 10 minutes de Cudessart, mon domicile, le petit village de Neuville-les-Beaulieu, de 100 habitants. Vous avez 35-40 minutes pour venir à Nîmes, ça va encore. Il y a Nabil Sira aussi, qui est à Nîmes. Ancien de Couvain aussi. Ouais, et qui habite Rocroi. C'est vous avez joué peut-être avec lui, ou c'est plutôt avec, vous l'avez dit, avec Clément Gonel. Voilà, vous avez déjà presque 36 ans. Dans quelques jours, vous aurez 36 ans, le 19 septembre exactement. Et vous vous sentez toujours aussi bien, vous m'avez dit. Oui, pour l'instant, le corps y suit. Donc, tant qu'il suit, je profite de pouvoir jouer au foot. Oui, et vous avez aussi joué la Coupe de France, 10 matchs de Coupe de France. Et votre grand souvenir, c'est quand vous êtes battu au pénalty il y a 2 ans par Bastia. Bastia en Ligue 2, c'est ça ? C'est ça. En Ligue 2, on a perdu au pénalty. On a fait 0-0 et on a perdu au pénalty. Un souvenir et un parfum toujours spécial. L'art qui est en train de le vivre pour le moment. Mais la Coupe de France, on sait, dans une carrière de footballeur, c'est quelque chose quand même. Ah oui, c'est quelque chose de magique. J'en ai vécu pas mal d'années des Coupes de France. J'ai été jusqu'en 16e de finale, mais c'est vraiment exceptionnel pour un joueur. Allez, j'allais dire une petite, mais c'est pas une petite blessure, ça. Une rupture des croisés à 28 ans. En dehors de ça, vous avez quand même une assez bonne hygiène de vie, ce qui vous permet d'entrevoir une carrière assez longue. Voilà, qu'est-ce que vous attendez avec Nîmes cette saison ? On avait vu avec le comité pour jouer au moins les tours finales. C'est nécessaire. Et voir plus haut si on peut. On cite souvent Nîmes d'ailleurs, candidat au top 3 quand même avec le recrutement qui a été fait, votre personne, mais également Clément Gonel, un numéro 10 qui a marqué les esprits la saison dernière. Oui, Clément, très bon numéro 10, meneur de jeu. Et moi, je m'entends super bien avec lui parce que ça fait des années qu'on joue ensemble. Donc,
Et je connais par cœur. Et ceci dit, un petit doute quand même avant le début du championnat ou après la première journée, quand vous voyez que vous prenez du 4-0 à Tamine, hein, qui est certes une bonne équipe, mais qui est en deuxième provinciale, et puis allez, vous écrasez un petit peu aussi contre Rochefort-B, qui est une très bonne équipe. Mais la prépa était compliquée, hein, en plus, on peut le dire. Oui, voilà. Difficile aussi de trouver une bonne défense, hein, sauf la semaine passée. Oui, après, moi, je suis parti en vacances, donc j'ai pas eu trop les affiliations avec les joueurs. Ils me connaissaient pas tellement et moi, je revenais de vacances, donc je suis arrivé pour 15 jours après Tamine. Et voilà, j'étais encore pas à 100%, moi. Faut le temps que ça se fasse. Hein. Malgré que c'était un peu tôt. Voilà, faut que la mayonnaise prenne. On salue en commentaire votre coach, Alain Barbier, qui nous regarde. Barbilou, toujours fort connu hein, dans notre province, le Bourinois. Et puis José Wallon, également président de l'OC Nîmes. Un président qui a inauguré une toute nouvelle surface de jeu aussi, Michel, durant l'été. Ça a pesé dans votre décision, ça, Mathieu, parce que si on se souvient, l'an dernier, quand vous déplacez avec Couvain à Nîmes, excusez-moi du terme, mais c'était un bourbier. Ah oui, c'était un carnage. Oui, le terrain m'a fait beaucoup. Décision s'est prise. Ça fait peser dans la balance. Hein. Oui, beaucoup, oui. Et pour que les gens comprennent. Puis, Ah, pardon. Allez-y. Allez-y. Non, et puis vouloir jouer. Le tour final, ça m'a intéressé, donc j'aime bien, je suis un gagneur. Donc, Et je vous propose de découvrir un but de Mathieu qui a été inscrit face à Rochefort-B la semaine dernière. Défaite 4-2, mais doublé tout de même pour Mathieu. Et je trouve que ce but représente bien la façon de jouer de Mathieu. Un pur numéro 9, un peu pivot. On le découvre avec Philippe Buguin aux commentaires. On va essayer de chercher Oulot, deuxième poteau, il va récupérer le ballon, Oulot, la frappe, c'est goal. Le but de Mathieu Oulot, et voilà. Et le corner était bien donné, je crois que c'est Johan Mott hein, qui était au corner, et Oulot qui égalise. De Sey est surpris, et il était là pour le deuxième ballon, Oulot. Un contrôle impeccable, avec le petit extérieur du pied ras du poteau. Allez, quand je vous ai vu jouer, c'était face à Nîmes. Vous prenez 5-0, mais il y avait un joueur sur le terrain, c'est Mathieu Oulot, un petit peu un style à la Dimitar Berbatov, pour ceux qui se rappellent, joueur qui jouait pratiquement en pantoufles, en marchant sur un terrain, mais pas de déchets, et à chaque fois ça fait mouche, Mathieu. Vous êtes d'accord avec cette comparaison? C'est un joueur que vous appréciez? Bon, après j'en loupe aussi, hein. Je suis pas, autrement je serais pas. Vous serez pas en P1, ça on est d'accord, mais. Voilà. Mais je peux mettre des buts, des beaux buts sur des reprises, de la tête. Je suis assez adroit sur ça. Et un joueur, un attaquant complet, vous pouvez avoir ce rôle de pivot, de point d'ancrage pour votre équipe, et puis également être un peu le renard des surfaces pour la pousser au fond. Ouais, je suis en pivot. C'est le coach, il me demande de jouer en pivot, mais moi, je suis plus dans les espaces, profondeur. Parce que vous avez quand même un sacré gabarit, hein? Oui, je prends beaucoup de ballons de la tête. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas milieu droit au départ? Garder. Vous n'étiez pas milieu droit au départ? Est-ce que vous m'avez pas dit ça? Si, après les Mézières, je jouais milieu droit. Oui. Ceci dit, regardez, 16 buts en 5-6 mois avec Couvain l'année passée, 32 en Maubert, là où vous avez été, c'est votre corps, là où vous avez été formé, et puis 28 en R1 avec Charleville. Donc voilà, Nîmes peut s'attendre à au moins 20 buts cette saison de Mathieu Oulot. Oui, moi le temps que je marque, ça va. Après, c'est au moment que l'équipe elle gagne, que je marque ou je fasse gagner, je fais marquer, c'est au moment que l'équipe elle gagne. Après, et je suis pas personnel, je suis pas. Vous m'avez dit que vous attendiez avec impatience le match à Grand-Lay parce que l'année passée, je reprends vos mots, je ne sais pas si je pouvais le dire, vous avez été volé à Grand-Lay. Un petit peu.
Allez, si on regarde un peu le calendrier, Mathieu, vous allez enchaîner Ligny. Vous avez Lustin, Ouépion, donc c'est des équipes qui montent de P2 ou qui se sont sauvées tardivement. Donc c'est des équipes qui vont normalement, l'avenir nous le dira, mais jouer le maintien avant tout. Là, Nîmes doit monter en puissance et doit réitérer un peu la prestation de ce week-end face à Jeudine. Oui, il faut continuer sur une bonne série. Il faut qu'on continue à enchaîner des résultats pour la confiance et pas laisser trop d'espace dans le haut de classement, pardon. Ben oui, le haut de classement, c'est bien entendu ce que Nîmes va jouer. Mathieu, merci d'avoir été avec nous ce soir. De toute façon, on va vous retrouver très rapidement sur le terrain et pourquoi pas dans le top but également de Bouquet Sport. On découvrira ça chaque lundi. À très vite, Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Allez, c'était Mathieu Houlot qui était avec nous. Je vous ai parlé du quiz. On va y passer tout de suite. Allez, c'est parti, jingle. Le quiz, je le disais, qui est disponible sur bouquet.live, www.bouquet.live. C'est le moment de vous inscrire. Allez, on va découvrir ça. On voit que Michael Noël est déjà présent. C'était un fidèle parmi les fidèles, Michael de notre quiz. On a également Thomas, on a également Aël qui est là. On vous laisse quelques instants, le temps de rentrer votre nom, votre adresse mail et puis de jouer en notre compagnie. Dans les commentaires, je regarde un petit peu, on a notre confrère Laurent Dozimon de Matélé qui nous dit « Michel, sur les plateaux télé tous les soirs ». C'est exceptionnel. Oui, non, mais ancien élève d'Ozzi, célèbre élève en communication à l'IEX, un des piliers aussi de Matélé. Exactement, incontournable. Oui, commentateur qui travaille aussi pour DAZN. Donc, qui commente les matchs de Ligue des Champions. Un petit gars qui a fait du chemin. Et très sympa au demeurant. Oui. Allez, on a aussi Greg Mazy, bien connu du côté de l'Arquet, qui nous dit Michel et Vincent, 2 personnes qui font un travail remarquable avec une passion débordante. Vous me manquez beaucoup, mais je serai présent pour le prochain derby contre Esch. Oui. On se réjouit de le revoir et vraiment faire passer toute notre amitié à Greg. Et ça va arriver très vite, le derby. Oui, c'est la semaine prochaine, mercredi prochain. Et oui, forcément. Forcément, match, avec exactement comme ça s'est passé pour Loyers. Pour Loyers, match décalé. Mercredi, oui. Donc, mercredi 10 septembre à 20h, ce sera à Esch. Et puis il y aura également un derby face à Eveleth-Jalais, Andenne, maintenant du côté du Stade Papa, le samedi des Fêtes de Wallonie. Oui, on a essayé de décaler ça au vendredi parce que le coach est témoin d'un mariage. Bon, ça arrive aussi à ce niveau-là. On ne peut pas non plus sacrifier toute sa vie privée. Mais on n'y est pas arrivé. C'est pas faute d'avoir fait preuve de bonne volonté du côté d'Andenne. Ils ont essayé, mais bon, à partir du moment où des joueurs ne sont pas rentrés du boulot, on peut. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Une petite pointe d'ironie, je pense à ça maintenant. Esch, Arquet, on va espérer que l'éclairage de Esch sera rétabli. Oui, mais c'est dommage ce qui s'est passé là, parce que le match était... Ils n'ont plus jamais joué un jour au soir, donc ce sera une première quand même aussi pour eux avec l'éclairage. Ils vont peut-être, je me suis laissé dire... Ils n'ont plus joué depuis lors. Je ne pense pas, ils n'ont plus joué une seule fois le samedi soir ou un jour de semaine. Il y a une nouvelle loi, je ne la connais pas, mais ça vient de sortir au niveau de l'éclairage, donc à observer pour les dirigeants de club aussi. Mais c'est vrai, comme vous le dites, c'était malheureux, cette histoire. Oui, parce que finalement, ça fait beaucoup de raffus et ça crée des frustrations énormes. Personne n'a été gagnant de cette soirée. Personne n'a envie de ça. On n'a jamais envie de sortir avec 3 points en dehors du tapis vert. Maintenant, nous dire vous auriez dû plaider pour qu'on joue, c'est compliqué. Ça rajoute, il y a des joueurs qui sont venus, ils ont commencé le match. Eux, ils vous disent mais nous, on est venus. Enfin, voilà, que ça ne se repasse plus, et c'est très bien. Que ça n'ait plus lieu, et c'est très bien ainsi. Allez, c'est parti pour notre quiz. Vous êtes déjà une dizaine d'inscrits. Vous n'avez qu'à nous rejoindre également. Si je le disais, il y a 8 questions. Donc, si vous n'êtes pas là pour la première ou la deuxième, c'est pas grave. Vous pouvez vous rattraper. Allez, on démarre. Philippe, vous voulez dire ? Moi, j'aime toujours bien de savoir quel est le cadeau. On peut pas le dire ?
Le cadeau... Le vainqueur du quiz. On verra tout cela dans quelques instants. Une fois qu'on aura démarré ce quiz, Philippe, ce sera un bon d'achat d'une valeur de 50 € chez un de nos partenaires. Allez, c'est parti. Première question. On débute avec la D3 ACFF. Quel joueur de Loyers s'est monté au jeu à la 73e minute ce week-end avant d'offrir un point à ses couleurs face à la Louvière 3-3? C'était un but inscrit dans le temps additionnel pour un deuxième point en ce début de saison pour nos amis loyersois. Alors, est-ce que vous l'aviez? 3 bonnes réponses. Oui, c'est Sprimon, Madi Sprimon, rentré à la 73e, buteur sur penalty. Ce n'est pas Tanguy Jonker, ce n'est pas la bonne équipe et ce n'est pas Gauthier. Il y en a qui font du second degré. Non plus, exactement. On a des téléspectateurs et des internautes taquins. Oui, c'est très bien. On a des habitués. Allez, pas deuxième trop se prendre au question. sérieux. On enchaîne avec la D3 ACFF Serie A. On en a parlé. Est-ce que vous avez été à l'écoute? Combien de descendants il y aura cette saison en D3 ACFF Serie A? Un chiffre et une réponse directe pour cette deuxième question. On va voir, il y avait 3 bonnes réponses lors de la première question. Combien il y en a? Il y en a 4 qui étaient à l'écoute. Non, 8 d'ailleurs, c'est bien. Vous avez écouté Michel et Philippe tout à l'heure. Troisième question, on enchaîne. Dans ce quiz, on fera le point à mi-parcours. En P1, laquelle de ces équipes n'a pas encore gagné cette saison? Est-ce que c'est Lustin? Est-ce que c'est Wépion? Est-ce que c'est Rennes? Ou est-ce que c'est Nanine après 2 journées de championnat? Et je le disais donc, on verra les scores après 4 questions. Allez, une seconde, ça se termine, on découvre la bonne réponse. C'est Rennes qui a partagé l'enjeu face à l'Union Bossière-Gemblou sur sa pelouse ce week-end avec un score d'un but partout. Si vous n'avez pas vu le résumé, vous pouvez le voir en replay sur Bouquet Média. Nouvelle question, où joue le club de Pétigny-Frasnes cette saison en P1? Est-ce que c'est à Pétigny? Est-ce que c'est à Nîmes sur le nouveau terrain synthétique? Est-ce que c'est à Couvain? Ou est-ce que c'est à Mariembourg? Je vois que Michel a déjà la bonne réponse. Le club de Pétigny, et oui, qui a déménagé durant l'été du côté du stade Roi-Soleil de Mariembourg. 6 bonnes questions et on découvre justement notre classement pour le moment. C'est Théo Hartz qui est premier juste devant Lucas. 3e, Majid Zba, Mickaël Noël, 4e, mais à 13 points seulement de Théo Hartz. Tout reste à faire. Dodzi qui est également en embuscade, 5e. Tout est possible. Allez, Lucas. Ah ben oui, Lucas qui peut toujours l'emporter. Franchement, quand on regarde le classement, Al qui est 7e peut encore s'imposer. On a Bekevord bagarreur, on parlait du 2e degré. Michel, il est omniprésent. Allez, 5e question de ce quiz à présent. Mathis Servet, joueur de Waasland Beveren, est approché par Malines en cette fin de mercato. Mais d'où est-il originaire? Est-ce que c'est de Métais, de Bième, de Stave ou de Pontori? C'est vrai que je n'ai pas vu passer l'info ce soir. À 18 h, le transfert n'était pas encore ficelé, mais ce serait un beau pas en avant pour le milieu de terrain qui est également joué du côté du club Next. Et une seule bonne réponse, visiblement. Stave. Exactement, c'est Stave. C'était la question piège. Ce n'est pas de Métais, de Bième ou Pontori, mais c'est bien Stave pour Mathis Servet. 6e question à présent. Combien d'équipes de D3 ACFF sont encore en lice en Coupe de Belgique? Il y en a une en tout cas, ça on le sait. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va le voir dans quelques instants. Michel, vous avez également la bonne réponse si je ne me trompe pas. Allez, le temps est écoulé. Eh bien, vous êtes 4, 5 même. Allez, sur le fil à avoir la bonne réponse. Il n'y a plus que l'Arquet. Namur. Je pense que je vais avoir besoin de quelques semaines pour mais c'est pour ça. C'est pour ça. Je n'arrête pas de répéter pour que ça entre dans nos cerveaux. même moi. Donc il faut que. Attention, dans nos classements, le changement est fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu évidemment. Voilà, c'est bien. Je l'ai vu. On rappellera qu'il y a également une équipe de P1 flamande qui est encore en lice en Coupe de Belgique et qui se déplacera du côté de Penn. 7e question. Attention, il n'en reste que 2. En combien de rencontres Mathieu
Mathieu Houlot, l'attaquant de Nîmes, a-t-il inscrit ses 16 buts avec Couvain la saison dernière? On n'a pas donné le nombre de matchs exact, mais il y avait une indication tout de même dans l'interview. On va voir, est-ce que c'est 12, c'est 18, c'est 21 ou c'est 26 rencontres jouées? C'est 21. 21 rencontres pour Mathieu Houlot parce qu'il a quitté Nîmes le 1er février. C'était un match face à Spi. D'accord. Michel, exactement. Et il avait quand même planté 16 buts. Le premier tour, s'il a manqué quelques matchs, j'aurais dit 12 comme la majorité. Mais il a quand même il a enchaîné, Mathieu Houlot, 21 rencontres et il n'y a qu'une bonne réponse. Attention, c'est la dernière question, on fait du mal. Là, Mathis Servet et Mathieu Houlot, la toute dernière. Quelle équipe possède la meilleure attaque de P2B avec 9 buts inscrits après seulement 2 rencontres? C'est quand même pas mal. Assès, Gève, Tamine, Ouoé. Il y a quelques gros cylindrés. D'ailleurs, dans cette P2B, vous avez parlé de Tamine tout à l'heure. Philippe, il y a également Assès qui a raté la montée. Ces 4-là, peu. Ces 4 équipes-là sont des candidats au... Et regardez, ce n'est pas Tamine, mais là aussi, c'est le piège. C'est Ouoé, exactement. Il a marqué 3 buts à l'Arquet dimanche. Oui, l'Arquet B, équipe, on peut le dire, aussi candidate au tour final. Ça a été le cas la saison dernière, en tout cas, Michel. C'est vrai, on peut viser cela avec la qualité de l'effectif composé de jeunes presque uniquement formés chez nous. Donc ça, c'est aussi une grande satisfaction. Ça a salué. On va découvrir qui est le grand gagnant de ce quiz. C'est Theo Hartz, juste devant Hugo Bekevort, ou en tout cas Hugo Bagarreur. Donc ce n'est certainement pas Hugo qui aura choisi ce pseudo-là. S'il est uniquement bagarreur sur la toile, ça va. Oui, ça va, exactement. Mickaël Noël, 3e sur le podium. Un peu déçu par Totti, je suis un peu déçu. C'est vrai qu'il nous habitue à mieux. Dodzi, 4e, Mathieu R, 5e. Mais félicitations, Théo, qui est notre premier vainqueur et lauréat de ce quiz. Il recevra donc un bon de 50 € à faire valoir chez l'un de nos partenaires. Normalement, Théo, tu as inscrit ton adresse mail et ton nom, donc on te recontactera très rapidement. Merci à vous. Le quiz, ne l'oubliez pas, ce sera chaque mercredi, à chaque fois, avec un petit cadeau à la clé. Allez, on avance dans cette deuxième mi-temps. Carte talk. Et oui, Michel, vous avez dû choisir un joueur pour votre carte talk. On va découvrir cela. C'est parti. Carte Talk, rubrique toujours très appréciée de nos téléspectateurs et de notre public. Michel, qui avez-vous choisi pour cette carte ? Alors, j'ai choisi Simon Gengler. Donc, il était déjà dans mon équipe type. Il y a une logique. Alors, Simon, il a été formé chez nous. Il est parti à Charleroi. Il est kiné maintenant, donc ce qui lui permet de commencer les entraînements à la bonne époque. Sinon, il rentrait de vacances cool. Il est extrêmement cool et détendu. Il a un talent footballistique exceptionnel et il peut jouer à plusieurs postes. Je pense, je pense pas, je suis certain que Simon pourrait largement jouer plus haut. Il a le... 23 ans, il a encore une marge de progression. Oui, je trouve qu'avec ce qu'il maîtrise maintenant, il est déjà à une forme de plénitude footballistique. Et ce qui ne gâche rien, c'est que il est humainement extrêmement sympa. Il est très réservé, mais il communique sa bienveillance en permanence, quoi. Donc, quand il hausse le ton, il l'a fait un peu à Saint-Michel. Tous ses copains se sont moqués de lui. Il n'a pas l'habitude. Parce qu'il ne le fait jamais. Donc, c'était très drôle. Michel, est-ce que vous connaissez les règles de cette carte talk ? Mais je pense les comprendre. Allez, vous allez devoir donc donner 3 notes. D'abord pour attaque-défense. On le sait, c'est un défenseur latéral. Un défenseur ou un milieu de terrain. Il peut aussi être défenseur central. Donc un joueur complet. Il y aura une note d'ailleurs pour ses facultés de défense et d'attaque. La technique et puis le physique. Attention, Michel, vous ne pouvez pas choisir 2 fois la même dizaine.
Donc, si vous avez un 80, vous ne pouvez pas avoir un 85 sur une des autres notes. Et puis, vous devrez attribuer des caractéristiques. Il y en a 5. Elles s'affichent à gauche de votre écran pour Simon. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Tout d'abord, Michel, une note pour l'attaque et la défense au niveau de Simon. Une note pour attaque-défense. Oui, comme c'est un gars qui peut jouer dans le milieu et pour les deux, un piston, une note moi, je dirais combinée. 88. Allez, 88, joueur très complet qui peut évoluer à plusieurs places sur le terrain. Allez-y, Philippe, reprenez-vous. On continue de notre côté avec la technique. Technique, je le fais monter à 90. 90 en technique, 88 en attaque et défense. Ça veut dire qu'on va être dans les 70. Obligé, oui, on ira à 79 alors. 79 hein. Mais... Donc, il a un fort bon physique aussi. Il a un fort bon physique aussi. Donc je vous dis, il est très très complet. Et c'est pour toutes ces raisons-là, maintenant on met des cotes, mais qu'il pourrait... Il ne faut pas oublier de changer de logo. Hein. Oh, exactement, Michel. Donc Simon, on ne le prend pas mal. Voilà, on essaiera de régler ça pour la carte Talk qui sera postée très rapidement sur Bouquet Sport. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager. Donc on récapitule en 2 secondes, Michel. Donc 88 pour l'attaque-défense, pour la technique c'était 90 et 79 pour le physique. Ensuite, vous allez devoir choisir un maximum 3 attributs. Là, c'est un petit peu la magie de l'algorithme. Ça peut être des bonus comme des malus. Donc attention, il faut bien choisir 3 maximum entre fantaisie technique, pas de gauche, maîtrise des airs, sniper et Formule 1. Qu'est-ce que vous choisissez pour Simon ? Je dirais fantaisie technique, parce qu'il peut remonter le terrain balle au pied. Il l'a fait à Capelone et sa frappe a échoué sur le poteau. Donc, que ça soit, quel que soit l'adversaire, je dirais ça. Dans les airs, il est rarement quand même pris en défaut. Et allez, je prends le 3 Formule 1, parce que pas de gauche et sniper. S'il y en a que 2, il y en a que 2. Hein. Non, mais j'ai dit fantaisie technique, maîtrise des airs. Et Formule 1, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé... Ah oui, c'est ça. Formule 1, vous entendez quoi Très rapide. C'est vraiment un gars qui déboule. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est assez logique, hein, d'ailleurs. Je dirais fantaisie technique, maîtrise des airs. Allez, ces deux-là, on se contente à 2. Oui, c'est bien, hein, avec la fantaisie technique, la maîtrise des airs. Mais sans être en reste, c'est pas une Formule 1, mais c'est un WRC, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà pas mal, oui. On va laisser... on a déjà la cote totale de 92 pour Simon, qui a... une magnifique carte pour la première de cette saison 2025-2026. Et à l'Arquet, on est habitué aux belles cotes. Souvenez-vous, il y avait Giresse Mouemoué. Je pense que Giresse avait eu la cote de 93, quelque chose comme ça. Il y avait également votre ailier Nzinga. Malcolm. Il est à Ottigny maintenant. Ouais. Voilà, il avait une cote supérieure aux 90. Ben voilà, Simon qui perpétue donc la tradition des belles cartes talk du côté de l'Arquet. Et puis en fin de saison, ce sera peut-être Simon qui aura la plus belle note et on lui remettra sa carte. Allez-y. Je pense qu'ils sont 3 dans votre équipe, dans votre 11, plus ou moins, avoir été formés. Et ça, on peut le souligner aussi. De cru. Il y a Karabagli qui est formé, et Van der Eycken. Et Van der Eycken, en regrettant que Dorian Perron ait décidé d'arrêter. Pareil pour Sémillon. Pareil pour Sémillon, qui, à cause du boulot, est parti. Sinon, l'année passée, on en avait 5. Bertus, Boston. Et vous ajoutez... Oui, donc ça fait Bertus, il a peu joué l'an passé, mais Bousten est quand même... Et c'est bien qu'il soit parti, Romain, à Bossière. C'est aussi la grande classe en tant qu'être humain, avec un vrai talent. À Bossière, je suis sûr qu'il fait du bon boulot. Et puis, pour nous revenir, qui sait un peu plus fort, hein, puis aller chercher davantage de temps de jeu. Et oui, Mertus, c'est aussi une figure du club qui aura marqué un peu notre histoire dans le côté hargneux du défenseur. Après, il a physiquement connu des problèmes qui l'ont fait décliner, mais c'est le lot des joueurs de foot. Ça. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même une très belle moyenne dans les joueurs formés. Et ça me permet, Philippe, rapidement d'enchaîner quand même sur le travail de l'académie. Parce que
Le label 3 étoiles. Le label 3 étoiles, depuis qu'il existe. À la tête de notre académie, au début, que celui qui donne l'instigation, quand même, c'est Marc Marchal, qui vient mettre de la rigueur dans une organisation de qualité. Il avait été à la fédération. C'est une négo qu'on a eue avec Philippe Braque pour le faire venir. Et puis, aujourd'hui, Stéphane, après Christophe Dermiens, c'est Stéphane Davreux qui est devenu le directeur technique, le RTFJ, avec Fred Ologne, le RAFJ, c'est des gars qui s'impliquent au quotidien dans des tâches qui sont qu'il faut porter avec des parents de plus en plus exigeants. C'est certain. Et donc, voilà, l'importance de l'académie qui doit nous amener des jeunes, c'est l'objectif. Et pour que les jeunes aient un objectif encore plus lumineux, plus attirant, la D3 doit être le minimum. Je rêve pas nécessairement de la D1. Je trouve que, voilà, on est bien, n'allons pas trop vite en besogne, on verra ce qu'on met. Mais voir arriver dans la belle génération des U16 qui est là, quelques jeunes en plus, ce sera un travail qu'on va faire avec Thibaut Van der Lois, qui aussi travaille avec l'académie. Il y a des contacts très fréquents entre eux, il y aura des entraînements ouverts de l'équipe première pour les jeunes. Donc ça va être, c'est très sympa. Il a intégré ça et nous, on pousse à aller avec Vincent et les dirigeants à aller dans ce sens-là. En même temps, Stéphane Davreux, il est directeur opérationnel. On a un directeur opérationnel dans le club, donc il règle une série de problèmes que les dirigeants sont plus obligés de résoudre. Donc voilà, globalement, avec 320 jeunes, avec 25 équipes, on n'oublie pas l'équipe féminine, oui, on n'oublie pas l'équipe, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, l'équipe de handifoot. Aussi. Ouais, alors c'est merveilleux, quelle bouffée d'oxygène dans le club avec ces joueurs-là. Et le bonheur qu'ils prennent, et c'est aussi le fait de Stéphane Davreux qui les encadre. C'est bien, quoi. C'est bien dans un club dont la nature a changé. Avant, De Quette, le célèbre Vincent, nous appelait les aristocrates du football namurois. Et dans son briefing, dans sa théorie, c'était toujours quelque chose qui motivait les différentes équipes qu'il a coachées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, il y a une très grande diversité sociale qui est liée aussi au fait qu'à Namur a perdu son école. Il est en train de la relancer et souhaitons-lui beaucoup de succès. Mais nous, cette diversité sociale-là, elle est grandissante et elle est notoire. Et donc le rôle que joue le foot dans la société aujourd'hui, il est capital. Et des clubs comme nous, on doit l'assumer. Et ce n'est pas toujours simple, ça ne coule pas de source. C'est de l'investissement pour les gens qui sont là au quotidien, en permanence, en contact avec cette problématique-là. Et aussi des perspectives. C'est la preuve qu'on est Namur, sinon il ne viendrait pas. C'est qu'on est très près. Sinon il ne viendrait pas chez nous. Il y a d'autres opportunités, mais la qualité de la formation et la proximité du centre-ville, oui, ça a fait évoluer les choses dans ce sens-là. Messieurs, on touche tout doucement à la fin parce que là, c'était plus du temps additionnel. On est en train de jouer les prolongations. Ouais. Je vous laisse une c'est normal, on est allé en prolongation. Voilà, exactement. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est un orage qui est en train de s'abattre sur Namur. Ce n'est pas la clim, c'est ce que j'ai pensé. Merci à mes amis et collègues en régie. Philippe, une question et puis une petite à Michel. On va faire clair, net et concis. Très vite. Mais je ne peux résister à lui poser cette question. D'abord, un petit salut à Pierre Van Petegem qui nous regarde depuis le début. Écoutez, je voulais terminer par l'histoire. Si on est là, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. Pierre Van Petegem en fait partie. Il était président à 2 reprises. Mais bravo à lui et à ceux aussi qui ont créé la commission des jeunes. Et il vit avec son temps, Pierre, parce que pour nous suivre sur les réseaux sociaux, chapeau, je ne sais pas quel âge il a, on ne le dira pas d'ailleurs, mais chapeau quand même. Ouais. Et ma question, Michel, vous êtes l'ancien gardien de Havelange, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître non plus. La logique, on aurait pu dire, tiens, je vais aller m'investir dans le club du Condrusien ou de Ciné. Finalement, pourquoi êtes-vous arrivé à l'Arquet ? Vos fils y ont joué à un moment donné, donc ça a aidé aussi, mais qu'est-ce qui a fait ? Parce que vous habitiez Namur, qu'est-ce qui vous a relié à l'Arquet ? Moi, j'habitais la rue Charles-Bouvier, qui était juste derrière quand Thomas est né. Et Thomas, il a mordu très vite au foot. Il est aujourd'hui très impliqué encore dans le club. Il est coordinateur des U8. Il s'occupe des entraînements spécifiques, donc ils prennent de plus en plus de responsabilités. Romain est plutôt, lui, dans la cellule événement, et il nous aide moins présent que son frère, mais il y a moins longtemps qu'il a arrêté.
C'est uniquement pour ça. C'est le fait souvent de beaucoup de parents. Les gens qui s'impliquent, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent. Hein. Je pense à l'ensemble. Bon, on a des cellules. Alain, Eric a la cellule équipement, c'est ça. Robin Gavrois, qui est notre trésorier, il est resté parce que lui, il avait des potes et aujourd'hui, il n'en a plus. C'est un petit peu plus compliqué, mais il est mordu quand même. Vincent Mayen, il a joué au club. Alain Calozet, c'est aussi... Ce serait quand même spécial d'aller au Caudrusien et à Ciné, pour vous, non? Oui, mais ça, j'y suis déjà allé. Hein, au Caudrusien. J'ai presque de la famille là-bas. Mais en Détroit? Oui. Mais en Détroit, c'est très sympa. Et moi, je suis très content d'aller jouer, qu'il y ait beaucoup de clubs namurois. Hein. Achille et Adelin ont un lien de parenté? Oui, petit lien. Ah ouais, Achille on les salue parce que grave blessure pendant 2 ans, il rejoue. Adelin, lui, il est à Meux. Hein, il a encore une opération à subir, mais ce sont là deux sympathiques joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de chance et qui reviennent, qui sont mordus du foot aussi. Un petit clin d'œil à eux. Ouais, dans la famille Lecomte, du côté de Alex, de Jean-Marie, il y a eu des très bons joueurs qui étaient des milieux de terrain, des distributeurs. Qui avait de l'or dans les pieds. Hein, et votre club d'Avalanche qui va jouer le titre. Et le club d'Avalanche qui est très ambitieux, qui est allé chercher beaucoup de joueurs du Caudrusien. Exactement. Gros mercato. Donc, oui. Une dernière question, très rapide, Michel. Les objectifs pour l'Arquet, vous avez été au tour final la saison prochaine. En se mouillant, est-ce que c'est un top 5 de nouveau? Est-ce que c'est un top 3? Est-ce que c'est une montée en D2 ACFF? Non, alors, on va prendre par la fin. Pas une montée en D2 ACFF. Top 3, je pense que top 5, ça me paraît être la raison avec le groupe qu'on a fait, qui est un groupe qui est mieux balancé, qui est un groupe dans lequel on sent un état d'esprit, où il y a un sentiment de convivialité, je dirais peut-être un peu plus important qu'il ne l'était l'an passé. Et c'est ça qu'on recherche aussi, derrière les joueurs, des hommes de qualité. Voilà. Et, il y a beaucoup de talent, hein, Michel. C'est des meilleurs groupes que j'ai vus à l'Arquet depuis bien longtemps. Enfin, il y avait déjà des bons groupes avant, mais cette saison, vous avez de quoi, pour moi, jouer le top 5, si pas le top 3. Le top 3 maintenant, c'est vrai qu'offensivement, Tom Antoine est encore blessé. Benazzi, n'est pas là non plus. On le salue, Anthony. Derrière, Nico de Meyer a apporté aussi. Nico de Meyer, en effet, qui est toujours blessé, mais je pense qu'on voit tout doucement le bout du tunnel. Il y a des vraies qualités. Et puis, il y a traditionnel, on a vu Kouka, il y a Yonkers. Tous les postes sont doublés, quoi. Voilà, il a visé ça. Ils ont très bien travaillé. Cédric, avec Thibaut, avec Gilles, ont très bien bossé. Et puis aussi, comme tous les postes sont doublés, ils iront renforcer l'équipe de P2, de Ludovic Lemoine. Et ça la rendra à certains moments plus forte. Il y a juste ce caillou dans notre chaussure avec le gardien de but. Et j'espère qu'on arrivera à une solution dans l'intérêt de toutes les parties. Et voilà. Vraiment, merci pour l'invitation et l'occasion de dire merci, moi, à tous mes collègues du comité, parce qu'on est de moins en moins nombreux. J'oublie pas Philippe Braque dans ce qu'il a joué comme rôle, Thierry du Châtelet, j'ai parlé de Cédric, il y a Greg Lamy. Enfin, on a envie de parler d'eux parce qu'on reste dans l'ombre. Ces gens-là restent dans l'ombre, mais ils font du solide boulot. Et parfois, on aurait parfois envie de se dire, allez, allons voir nos petits-enfants. Oui. Hein? Reste le problème du parking, à trouver une solution. Alors, il y en a un, ce qu'on appelle le Pelécu, tout près au l'Omnisport de Bouge. Voilà. Il y a un sentier que la ville a commencé à aménager. On espère que les travaux vont s'achever. Il faudrait le rendre praticable. Sinon, c'est exactement 5 minutes. Alors, on arrive par le bas. Il y a un escalier qui a été placé tout près des nouveaux vestiaires, hein, qui ont quand même été construits et pas par un projet infrasport. Ce sont les relais de Vincent, certainement dans la construction, et une aide de la ville, mais qui a été ponctuelle, qui n'a pas été démesurée, qui nous a permis de ne plus voir de rats dans les vestiaires du bas, donc qui était devenu un chancre. Il faut savoir d'où on vient. Hein. Quand on discute avec Pierre-Van Peteghem, il a vu le terrain comme ça, où les gars, pour déborder, jouaient avec le terrain et la pente. Hein. Donc, on avait un wagon, j'ai connu le wagon, un ancien wagon de chemin de fer qui servait de buvette. Donc, quelle progression dans tout ça, et dire qu'on a été dans l'étape un peu importante dans l'histoire, et ça, ben voilà.
Je pense qu'il y avait l'engagement quand il est chez quel homme que ce soit. L'engagement. Je trouve que ça contribue à parfois casser la morosité de nos quotidiens. Merci. Michel, d'avoir été avec nous ce Merci soir. pour votre accueil. Entretien toujours très sympathique. Merci également à vous, Philippe, pour cette première, pour cette reprise. Vous serez à mes côtés durant toute la saison, forcément. Allez. Longs arrêts de jeu aujourd'hui. Hein. Oui, très long, trop long. Merci de Mais on nous va se qualifier au tir au but. Allez, les tirs au but, vous pouvez les disputer en ce moment même pour vous, passionnés de football. Ça se passe en ce moment même en télé sur Bouquet Média. C'est égaré près de chez vous, une nouvelle émission spéciale. Cette fois-ci, c'est un numéro consacré au foot et on a 4 visages bien connus du foot namurois à vous présenter. Allez, si on sait nous mettre 30 secondes, un petit extrait pour donner l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Terrain suivant. Ouais. Spi. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est Spi, ça. Ouais, c'est Spi. 191 mètres. Là, il y a le château d'eau. Il est peut-être indiqué sur la carte. Parce qu'en fait, on n'était pas spécialement. On a avancé un peu. Ah ouais, c'est vrai. Ah, bien vu. On est au château d'eau. Château d'eau. Il est peut-être pas indiqué. Ah, peut-être. Si, château d'eau, rue Grenier. On est pile dessus. Percule un petit millimètre. Non, dans l'autre sens, justement. On va taper le 5000 ou quoi? Bah, là, oui. Là c'est 5000. On guesse 5000. Attends, je te laisse cliquer. Waouh, 18 mètres. C'est le 5000. C'est le 5000. Là, ils ont fait un bon service. Exactement. Eux, ils ont cliqué sur le terrain directement. Ah ouais, mais je suis cool. C'est la rue qu'il fallait. Moi, j'ai mis le club. C'est pour ça qu'il y a pas de 191. Ah ouais. Manque d'expérience. Ouais, manque d'expérience là-dessus. Allez, émission très sympathique avec 4 gars bien connus du foot namurois. Xavier Toussaint, Fred Rosmollen pour Anden Evelet. Et puis, il faisait face à Jessim Tadjenant et Elliot Moléon de Jouette, comme on dit, du côté de Loyers. Tous les heures 45 sur Bouquet Média, en replay sur notre site internet. Merci beaucoup d'avoir été présent en nombre pour cette première. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À très vite. Au revoir.